Aïe 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 aïe. Les amis, c'est mon dernier épisode thread d'horreur de l'année, voire de toute ma vie. Les amis, ça fait plus de 2 ans et demi que je raconte des threads d'horreur sur ma chaîne, sur la chaîne du Joker, et il est temps pour moi d'arrêter. En 2 ans, j'ai beaucoup changé et je sens que c'est le moment de passer à autre chose pour moi. Alors non, j'arrête pas du tout mes vidéos sur la chaîne, mais je vais changer de format pour les prochaines vidéos. Alors que ça plaise ou non, je vais proposer des formats un tout petit peu différents. Pour le coup, les prochaines vidéos, ça va être des histoires que j'ai écrites moi-même. Pour ceux qui me connaissent, vous savez mon goût pour l'écriture. Du coup, j'attends vraiment ce que vous me dites si vous aimez bien ou si vous aimez pas mon nouveau format de vidéo par la suite. Et il y a aussi un nouveau format qui va arriver juste après, c'est des anecdotes. C'est des anecdotes de ma vie pour que vous puissiez apprendre à me connaître et puis on va faire un jeu autour de tout ça. Bref, il est donc temps pour moi de te proposer mes 12 derniers threads d'horreur sur la chaîne avant d'ouvrir un nouveau chapitre. En tout cas, j'ai hâte que tu vois mes nouveaux formats. Et si jamais c'est pas déjà fait, abonne-toi. Sur ce, on démarre. Pour cette première histoire, on va parler de Gaëlle. C'est une jeune femme de 32 ans qui vit désormais dans les Landes. Elle explique que son histoire a eu lieu il y a des années lorsqu'elle avait 19 ans. À cette époque-là, elle était dans la ville de Rouen. Et elle explique une chose importante, c'est qu'elle habite toute seule avec son lapin en plein Rouen. Elle précise même qu'elle est sur la rive droite, qui est considérée comme très calme. Comparée, je suppose, à la rive gauche, qui a l'air d'être pas très bien fréquentée. Bref, il y a peu de temps, elle installe Tinder pour faire des rencontres, et pas forcément amoureuses, elle le précise, mais aussi amicales. Elle explique qu'elle vient d'arriver à Rouen, donc elle ne connaît pas encore grand-chose, elle ne connaît pas encore grand monde, et donc pour elle, Tinder, c'est la meilleure façon de rencontrer du monde dans un premier temps. Enfin, elle explique elle-même maintenant qu'elle trouve ça pas si malin de faire ça finalement à l'époque. Bref, elle va sur Tinder et fait des rencontres. Une rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, tout se passe bien, sauf qu'il n'y a jamais ce feeling. Donc ça s'arrête souvent à boire un verre et puis basta. Sauf que vient l'arrivée d'un certain garçon du nom de Yanis. Et là, le feeling passe plutôt bien. Même très bien. Ils discutent plusieurs jours ensemble sur l'application de rencontre et franchement, Gaëlle sent qu'il y a un petit truc particulier, dans le bon sens, avec Yanis. Vient donc le moment fatidique de se rencontrer. Gaëlle explique que Yanis propose de se voir dans un petit bar sur la rive gauche, là où c'est a priori moins safe que la rive droite. Encore une fois, il n'y a que les habitants de Rouen qui vont pouvoir nous confirmer ça. Gaëlle, elle explique que c'est une fille, donc elle préfère un endroit plus sûr et dit non pour aller plutôt sur la rive droite. Non, je rigole, pas du tout. Gaëlle, elle vient d'arriver dans la ville et elle sait pas du tout que la rive gauche est, on va dire, un peu plus craignos le soir que la rive droite. Donc elle accepte sans souci l'invitation de Yanis. Gaëlle se retrouve ainsi dans un bar et elle explique que le climat est assez austère. Mais qu'à contrario, Yanis, le garçon qu'elle vient de rencontrer, lui fait une très bonne impression. Donc elle oublie l'environnement et discute plusieurs heures avec ce Yanis. Elle nous donne pas plus de détails, mais globalement, ça a l'air de très bien se passer avec. Mais vient le moment de rentrer chez elle. Sauf que Yanis, il lui propose pour leur première soirée de dormir ensemble. Il dit que, promis, il se passera rien, mais qu'il apprécierait de passer une première nuit à ses côtés. Et comme elle l'a dit, Gaëlle, elle est enthousiasmée par Yanis, donc elle accepte sa proposition. Gaëlle explique également qu'avec 2-3 mojitos dans le nez, elle a oublié un petit peu ses principes. Même si elle veut juste dormir sur le moment, l'idée est géniale pour elle. En tout cas, elle se sent pas forcée. Vient donc le moment où Gaëlle arrive avec Yanis devant un bâtiment de 4 étages. Ensemble, ils rentrent dans l'appartement de Yanis et comme prévu, ils dorment ensemble. C'est un appartement plutôt classique, nous explique Gaëlle, avec une salle de bain, un salon de 30 mètres carrés environ et une chambre au fond du couloir. Les deux se mettent alors dans le lit et commencent à discuter un peu. Et Gaëlle explique qu'à ce moment-là, elle est finalement surprise que Yanis ne tente effectivement rien du tout. Et c'est assez respectable pour Gaëlle qui se dit que c'est quelqu'un sur qui elle peut faire confiance, tout simplement. Sauf que ça va pas se dérouler aussi parfaitement pour Gaëlle. Sans s'en rendre compte, Gaëlle s'endort en pleine discussion avec Yanis. Puis elle est soudainement réveillée en pleine nuit, car elle est à ce moment-là assoiffée. Certainement due à la consommation d'alcool, nous précise-t-elle. Sauf qu'en ouvrant les yeux, avant de se lever, elle voit que Yanis n'est pas dans le lit. Elle est seule, dans ce lit, dans un appartement de quelqu'un d'autre, donc ce Yanis, et sur le coup, ça lui fait un peu drôle, elle a un peu ce feeling bizarre. Yanis, lui, en réalité, est à l'extérieur de la chambre et il est à un endroit où il y a du bruit. En tout cas, il fait du bruit dans son appartement. Et même si elle n'a pas spécialement peur à ce moment-là, elle attend que Yanis revienne avant de lui demander la permission si elle peut aller se servir un verre d'eau. Et vous allez voir que c'est cette politesse qui lui sauvera peut-être sa vie. Car quelques temps après, Yanis revient dans la chambre. Gaëlle explique que quand Yanis entre, elle est dos à lui. Elle sent qu'il rentre dans le lit, mais qu'il se positionne au-dessus d'elle, et non à côté. Elle sent qu'il est derrière elle, à l'observer à quelques centimètres de son visage. Alors, c'est assez particulier pour Gaëlle, qui se demande si elle ne se fait pas des films, et qu'en réalité, il est juste allongé à côté, dans son lit, là où il devrait être. Bref, Gaëlle patiente de longues secondes avant de se retourner. Et lorsqu'elle se retourne un peu pour voir, elle constate bien que oui,
Yanis est juste derrière, un peu au-dessus d'elle, à l'observer. Gaëlle, elle lui demande ce qui se passe, sauf que Yanis ne répond pas. Au lieu de ça, il se lève, puis part en direction du salon. Gaëlle explique qu'elle se débine pas et qu'elle se lève pour voir ce qu'il prépare et obtenir effectivement des explications dans tout ça. Impossible effectivement pour elle de se rendormir en sachant que Yanis, qu'elle connaît depuis quelques bonnes heures finalement, se met à faire des trucs un peu chelous en pleine nuit. Elle retrouve donc Yanis dans le salon. Il est là où se situe le canapé et la télé et il est accroupi. Clairement, Gaëlle ne voit rien de ce qu'il fait par terre, mais elle a une seconde fois une sensation étrange à son égard. Et pour mieux détailler le salon, elle explique qu'il est assez long et donc très peu de visibilité dans le noir. Elle voit uniquement la forme de Yanis, la forme humaine de Yanis. C'est alors que Yanis lui demande de le rejoindre, alors qu'il n'est qu'à quelques mètres d'elle seulement. Et surtout, on est en pleine nuit. Bref, Gaëlle prend peur, c'est très louche ce qui est en train de se préparer pour elle, donc elle continue de parler, de poser des questions à Yanis, mais sans cesse, il lui dit uniquement de se rapprocher de lui. Gaëlle ne sait pas ce qu'il mijote et lui explique qu'elle va rentrer tout bonnement dans la chambre pour se rhabiller et rentrer chez elle en pleine nuit. Tout simplement car elle se sent du coup plus à l'aise. Dans la chambre, elle s'enferme puis s'habille, sauf qu'elle entend que Yanis est juste derrière la porte. Elle explique qu'elle entend de par derrière la porte des bruits de respiration et ça ferait flipper n'importe qui. Elle finit de s'habiller puis se rapproche de la porte et demande à Yanis de la laisser sortir. Yanis ne répond toujours pas. Il entend toujours qu'une légère respiration à travers la porte. Gaëlle succombe à la panique et décide d'ouvrir la porte et d'affronter Yanis. Et il sera là, devant la porte, mais au plus grand bonheur de Gaëlle, il va la laisser sortir tout en répétant de venir avec lui sur le tapis de salon. Gaëlle finira donc par partir, atteindre la porte d'entrée, puis s'en aller sans violence et dans le plus grand des calmes. Depuis ce jour, Yanis ne lui a jamais plus parlé et contrairement à pas mal d'autres histoires, son compte est toujours en ligne sur Tinder. Gaëlle ne sait pas ce qu'il préparait cette nuit-là, ne sait pas ce qu'il lui voulait, mais il y a forcément un truc de louche qui est en train de se préparer. Et si vous voulez mon avis, je suis d'accord avec Gaëlle. Gaëlle finit son thread en expliquant que son comportement chelou l'a poussé à se méfier et s'en aller. Mais qu'au contraire, si Yanis était resté normal depuis le début, elle aurait probablement rejoint Yanis dans le salon et qui sait ce qui serait arrivé pour elle à ce moment-là. Bref, fin de cette histoire. Plutôt pas mal comme entrée en matière, on va pas se cacher, mais ne vous relâchez pas, on part sur une seconde histoire tout de suite les amis. Bon, pour cette seconde histoire, c'est l'histoire d'un fantôme. Et j'avoue, tout ce monde autour du paranormal, moi j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Je vais pas dire que j'y crois forcément, parce que ça m'est jamais arrivé, mais ça me plaît d'écouter des histoires plausibles sur un monde parallèle. Du coup, cette histoire, c'est celle d'Hortense. Une jeune femme de 28 ans qui vient de perdre sa grand-mère. Une femme qu'elle adorait et qu'il avait pratiquement élevée après le divorce compliqué de ses parents. Hortense nous raconte que sa grand-mère vivait dans une vieille maison de campagne, genre de baraque ancienne avec des poutres apparentes et des planchers qui craquent. J'ai l'impression qu'il y a que dans les maisons des grands-parents qui se passent des trucs comme ça. Bref, la mamie d'Hortense y a passé les 40 dernières années de sa vie jusqu'à son décès. Son décès récent que les médecins ont attribué à une crise cardiaque. Du moins, c'est ce qu'on a dit à Hortense. Et petite chose à savoir également, c'est que à sa surprise générale, la grand-mère a légué sa maison à Hortense dans son testament. Ses parents, les parents d'Hortense, ont semblé un peu gênés par cette décision et c'est vrai que c'est pas anodin, mais ils l'ont compris en expliquant que la mamie avait toujours eu un faible pour sa seule et unique petite fille. Et pour Hortense, recevoir un héritage comme tel, c'est pas un petit truc. Elle qui galère dans un petit appartement en ville et qui bosse comme illustratrice en freelance, eh bien elle voit cette maison comme une opportunité en or. Un endroit calme pour travailler, loin du bruit et du stress urbain. Et surtout, un lieu chargé de souvenirs heureux avec sa grand-mère. Alors moi perso, j'aurais du mal avec ça, je sais pas vous, mais pour moi c'est un peu compliqué. Et puis bref, vous n'êtes pas censé savoir que Hortense, elle vient de vivre une rupture difficile avec son ex. Elle explique qu'il avait des comportements assez toxiques avec elle et du coup elle a préféré y mettre fin. Et si elle dit ça, c'est pour expliquer pourquoi elle a décidé de tout quitter dans sa ville actuelle pour partir dans une maison un peu plus reculée. La maison de sa grand-mère pour ceux qui suivent. Bref, elle déménage donc ses affaires et s'installe dans cette maison de campagne. Hortense nous donne pas trop de détails sur la maison de sa grand-mère, enfin sa maison désormais, mais du peu que j'ai compris, c'est assez grand comparé à son tout petit appartement en ville. Bref, les premiers jours se passent plutôt bien. Elle nettoie, elle range, elle fait un ménage monstre concernant les affaires de sa grand-mère pour se sentir un peu chez elle. Et pour elle, retourner dans la maison de sa grand-mère, c'est un peu comme un voyage dans le passé. Elle redécouvre toutes ses photos et tous ces objets qui racontent ou retracent la vie de sa grand-mère. Sauf qu'un jour, en explorant le grenier à la recherche de vieilles photos, Hortense tombe sur un grand miroir ancien. Un miroir magnifiquement ouvragé avec un cadre en bois sombre sculpté de motifs floraux. Il est recouvert d'un drap comme si quelqu'un a voulu le cacher là. Je pense qu'on voit tous ce type de miroir recouvert par un drap et perso, je veux tout sauf voir ça dans mon grenier. Et ça tombe bien, j'ai pas de grenier. Bref, intriguée, Hortense retire le drap et se regarde dans la glace.
place. Le miroir est un peu terni par le temps, mais son reflet est encore bien visible. Et Hortense explique qu'à ce moment-là précis, elle ressent quelque chose comme une présence autour d'elle. Et forcément, ça lui fait bizarre et ça lui fait penser à sa grand-mère. Et alors que tout le monde ici aurait déguerpi de cette pièce, Hortense décide que ce miroir est bien trop beau pour rester caché dans le grenier. Du coup, elle va pour le descendre dans sa chambre et le poser contre un mur. Et tiens, parlons-en de sa chambre. La chambre qu'a choisie Hortense pour dormir, c'est l'ancienne chambre de sa grand-mère. Et vous le verrez, ça a peut-être son importance pour la suite. Hortense poursuit ensuite son thread d'horreur en indiquant que plus les jours vont passer, plus elle va remarquer des trucs étranges. Et ça, surtout le soir lorsqu'elle est dans sa chambre. En fait, c'est comme si de temps en temps, le miroir modifiait son reflet avec un léger décalage. Elle a cette impression aussi, à travers le miroir, de voir des formes distinctes du passé. Par exemple, lorsqu'elle va se coucher et qu'elle passe près du miroir, elle a cette impression qu'il y a quelqu'un ou une silhouette qui traverse le miroir. Alors je vous l'ai dit, on est sur du paranormal. Et notre amie Hortense, elle n'est pas du genre à croire au paranormal. Du coup, elle met naturellement ça sur le compte de la fatigue ou même de son imagination qui lui joue des tours. Après tout, elle a toujours eu un esprit créatif, donc ça peut se comprendre. Mais toute cette histoire va prendre une autre tournure par la suite. Un matin, en allant au village pour faire quelques courses, Hortense passe à la boulangerie. Et en attendant son tour, elle jette un œil au présentoir de journaux locaux. Elle y aperçoit alors un vieux numéro qui date de 2 mois, juste après le décès de sa grand-mère. Et forcément, ça attire son attention. En lisant rapidement la première page, Hortense voit quelque chose qui lui glace le sang. C'est un petit article, en bas, qui parle du décès de sa grand-mère. Mais rappelez-vous, Hortense, elle a dit plus haut, dans son thread, que sa grand-mère est décédée d'une crise cardiaque. Sauf que là, pas du tout. L'article mentionne clairement un par pendaison, découvert par un voisin venu prendre de ses nouvelles. Et là, c'est plus du tout pareil dans la tête d'Hortense. Elle prend donc le journal, paye rapidement son pain et sort pour lire l'article complet. Et effectivement, c'est bien sa grand-mère dont il est question. L'article indique qu'elle s'est pendue dans sa chambre sans laisser de mots d'explication. La police a conclu à un suicide possiblement lié à la dépression dont elle souffrait depuis des années. Une dépression qui, vous l'aurez compris, Hortense n'en avait jamais entendu parler. Donc de retour à la maison, Hortense confronte ses parents par téléphone et après de longues hésitations, ses parents avouent. Oui, sa grand-mère s'est bien suicidée. Ils lui ont menti pour la protéger, craignant qu'elle refuse l'héritage si elle connaissait la vérité, ou pire, qu'elle soit traumatisée par cette révélation. Hortense, elle est donc bouleversée. Bouleversée non seulement par la vérité sur la mort de sa grand-mère, mais aussi par le mensonge de ses parents. Elle raccroche en colère et surtout très confuse. Cette nuit-là, elle a du mal à s'endormir, et c'est normal. Son regard est d'ailleurs anormalement attiré par le miroir face à son lit. Le miroir qu'elle a trouvé caché dans le grenier. Le miroir qui se trouve du coup maintenant dans sa chambre où sa grand-mère s'est donné la mort. Et vers 3h du matin, Hortense se réveille en sursaut. La chambre est plongée dans l'obscurité, mais la lune projette une lumière blafarde à travers les rideaux. Et tout de suite, son regard se pose immédiatement sur le miroir. Et c'est là qu'elle le remarque. Le miroir est couvert de buée, comme si quelqu'un avait soufflé dessus. Et on est d'accord que ça ne devrait pas arriver. Et ce qui fait vraiment flipper Hortense, c'est qu'elle distingue clairement dans cette buée la forme d'un visage. Un visage au très flou, mais qui semble la fixer. Hortense allume précipitamment sa lampe de chevet, sauf que très vite, la buée disparaît instantanément du miroir, qui ne reflète donc plus que son visage terrifié. Désormais, l'ambiance est ultra pesante pour Hortense, qui a du mal à vivre dans cette maison. Mais d'un autre côté, c'est la maison de sa grand-mère, donc elle veut pas tout quitter comme ça du jour au lendemain. Elle explique qu'elle aurait l'impression d'abandonner sa grand-mère, et ça, elle ne le veut pas. Les jours suivants, Hortense est sur les nerfs, et elle est persuadée que ce miroir joue un rôle important dans son malaise. Elle décide donc de fouiller l'entièreté de la maison à la recherche d'indices qu'aurait pu laisser sa grand-mère à ce sujet. Et elle va trouver beaucoup de choses. Dans un tiroir du bureau, elle trouve des ordonnances pour des antidépresseurs. Dans un autre, un journal intime où sa grand-mère évoque sa solitude, son sentiment d'inutilité et sa peur de devenir un fardeau pour sa famille en vieillissant. Hortense comprend donc mieux sa volonté de mettre fin à ses jours, mais ça n'explique pas les phénomènes étranges liés au miroir. Elle décide alors d'aller interroger discrètement les voisins sur les derniers jours de sa grand-mère. Elle sort de chez elle, puis va en direction d'une maison voisine et toque à la porte. Une vieille voisine lui ouvre la porte et en discutant, Hortense apprend que sa grand-mère était devenue bizarre dans les semaines précédant sa mort. Selon ce que dit cette voisine, sa grand-mère parlait toute seule, semblait même voir des choses qui n'existaient pas. La voisine avait mis ça sur le compte de l'âge et c'est possible qu'un début de démence soit la réponse à cette intrigue. D'ailleurs, un soir, après cette conversation troublante, Hortense explique qu'elle se sert un grand verre de vin pour essayer de se détendre. Elle est donc assise sur son lit, elle fixe le miroir tout en sirotant son verre. L'alcool lui procure une légère sensation de chaleur et d'apaisement. Et c'est alors que ça se produit. Pendant une fraction de seconde, Hortense est persuadée de voir la silhouette de sa grand-mère debout devant le miroir. Non, pas dans le miroir,
devant le miroir, comme si elle était physiquement présente dans la pièce. Hortense, elle est surprise et laisse tomber son verre qui se brise sur le plancher. Quand elle regarde à nouveau en direction du miroir, il n'y a tout d'un coup plus rien. Juste son reflet terrifié de nouveau dans le miroir et le vin qui forme une tache rouge à ses pieds. Cette nuit-là, elle n'arrive pas à dormir. Elle reste assise sur une chaise dans le coin de la chambre, le plus loin possible du miroir, fixant la surface réfléchissante, comme si elle s'attendait à ce que sa grand-mère surgisse de nouveau à tout moment. Sauf que Hortense, elle est comme tout le monde. Elle explique qu'elle s'épuise à ne pas dormir et finit par s'écrouler de fatigue vers l'aube. Et durant son sommeil, elle va rêver de sa grand-mère qui lui sourit doucement à travers le miroir, comme pour lui dire que tout va bien. Les jours suivants, Hortense essaye de se convaincre que tout cela n'est que le fruit de son imagination, exacerbée par le choc d'avoir appris la vérité sur le suicide de sa grand-mère. Elle décide de se concentrer sur son travail, ses illustrations, espérant que la routine l'aidera à surmonter cette période étrange. Et vous savez quoi? Ça marchera. Petit à petit, tout redeviendra calme dans la maison. Sauf qu'un soir, alors qu'elle est plongée dans son travail, son téléphone sonne. C'est son ex Thomas. Il l'appelle pour demander où est-ce qu'elle est et pourquoi elle ne répond plus à ses messages. Sa voix est assez pâteuse, ce qui fait penser à Hortense qu'il a clairement bu de l'alcool, bu beaucoup trop d'alcool. Mais Hortense lui explique calmement qu'elle a déménagé et qu'elle a besoin de prendre ses distances. Elle raccroche donc assez rapidement car elle n'a pas forcément envie de lui parler au vu de ce qu'il lui a fait subir. Mais quelques minutes plus tard, rebelote. Son téléphone sonne à nouveau. C'est encore Thomas, mais cette fois il est en colère. Il lui dit qu'il sait où elle est, qu'il a parlé à une de ses amies et qu'il menace de venir la voir si elle continue à l'ignorer. Hortense raccroche et bloque immédiatement son numéro de téléphone. Elle pense que de toute manière, il bluffe car elle n'a dit à personne où elle était à part à ses parents et sa meilleure amie. Comment du coup Thomas pourrait-il savoir où elle habite désormais? Elle prend ensuite un calmant et se met au lit, essayant d'oublier cette conversation désagréable. Mais son sommeil est agité, peuplé de rêves où elle fuit quelque chose ou quelqu'un, mais ça elle s'en souvient plus. 2 jours plus tard, alors qu'Hortense est en train de peindre dans le jardin, profitant du beau temps, elle entend une voiture s'arrêter devant sa maison. Son cœur fait un bond quand elle reconnaît la voiture de son ex Thomas. Il sort du véhicule, visiblement énervé, et Hortense se lève, prête à rentrer dans la maison et à s'enfermer si nécessaire. Thomas la voit et l'interpelle, lui demandant pourquoi elle l'ignore, pourquoi elle est partie sans rien dire. Hortense tente de rester calme, elle lui explique qu'ils ne sont plus ensemble, qu'il doit respecter sa décision et partir. Mais Thomas ne l'entend pas de cette oreille, il s'approche d'elle de plus en plus agressif. Hortense recule vers la maison, sentant la panique monter. Elle parvient à rentrer et à fermer la porte à clé, mais Thomas commence à tambouriner, exigeant qu'elle ouvre. C'est à ce moment-là qu'un bruit assourdissant retentit dans la maison venant du grenier. On dirait que quelque chose d'énorme vient de tomber, suivi même d'une série de craquements, comme si quelqu'un marchait lourdement sur le plancher du grenier. Thomas s'arrête de frapper à la porte, surpris par le bruit, et demande alors si Hortense est toute seule. Les bruits au grenier s'intensifient et on entend distinctement des pas qui vont et qui viennent et des objets qui semblent être déplacés. Hortense est tout aussi surprise que Thomas. Elle sait qu'elle est seule dans la maison, ou du moins qu'elle devrait l'être, mais ça fait quand même du coup fuir Thomas qui recule et qui est maintenant clairement mal à l'aise au vu de la situation. Il demande alors si son nouveau mec est là et il est de plus en plus énervé, mais recule de plus en plus de la maison, comme s'il fuyait quelque chose. Avant qu'Hortense puisse répondre, un craquement encore plus fort se fait entendre, suivi d'un bruit de chute, comme si quelqu'un venait de sauter du grenier et atterrissait lourdement dans le couloir de l'étage. Thomas fixe l'intérieur de la maison, à travers la fenêtre près de la porte, et son visage passant de la colère à la peur. Sans un mot de plus, il retourne précipitamment sa voiture et démarre en trombe, sans même dire à Hortense ce qu'il a pu apercevoir à travers la fenêtre. Une fois qu'il est parti, Hortense, qui n'a rien vu, reste immobile, écoutant de nouveau si des bruits apparaissent. Sauf que les bruits ont cessé, la maison est à nouveau silencieuse et elle rassemble donc son courage et monte lentement l'escalier pour vérifier le grenier. Et à sa grande surprise, tout est en ordre là-haut. Rien n'a bougé, rien n'a été renversé. C'est comme si les bruits n'avaient jamais existé, comme s'ils avaient été fabriqués pour effrayer Thomas et le faire fuir. Cette nuit-là, Hortense contemple longuement le miroir dans sa chambre. Elle ne ressent plus la même peur qu'avant, au contraire, une étrange sensation de réconfort l'envahit. C'est alors qu'Hortense comprend naturellement que c'est forcément sa mamie qui la protège. Il n'y a pas d'autre raison possible à ça. Et de nouveau, en regardant le miroir une dernière fois, Hortense est persuadée de voir le reflet d'un sourire bienveillant qui n'est pas le sien et probablement celui de sa grand-mère. Les semaines passent et Hortense s'adapte à sa nouvelle vie. Elle a finalement accepté l'idée que la présence de sa grand-mère puisse encore habiter cette maison et que cette présence est surtout bienveillante. Non pas comme un fantôme effrayant, mais comme une présence protectrice, veillant sur elle. Elle ne remet plus en question les petites choses étranges qui se produisent parfois, les portes qui s'ouvrent toutes seules, et des objets qu'elle est sûre d'avoir laissés à un endroit et qui se retrouvent à un autre, ou cette sensation occasionnelle d'une main invisible qui effleure son épaule quand elle est triste. Thomas n'a plus jamais essayé de contacter Hortense, et d'après une amie commune, il raconte à qui il veut l'entendre que la maison d'Hortense est hantée.
qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Hortense évidemment sourit quand elle entend ça. Ce n'est pas une maison hantée pour elle, c'est une maison protégée. Et chaque soir, avant de s'endormir, elle jette un dernier regard au miroir et murmure un simple « bonne nuit mamie », sachant que d'une certaine façon, sa grand-mère l'entend. Bon, histoire assez longue et assez perturbante, je vous l'avoue. C'est bizarre, j'ai cette impression que tout finit bien pour Hortense et c'est tant mieux pour elle. Alors moi perso, je pourrais pas vivre où il y a des trucs paranormaux, c'est pas possible. Mais attention, on sait pas si c'est vrai comme histoire, mais je la trouve à la fois étrange et touchante. Alors pour cette dernière histoire, on va donc parler de l'histoire d'un abonné du nom de Julien. Enfin, du prénom de Julien. Et pour le coup, gros merci à toi, car on a eu l'occasion de discuter ensemble par mail, et t'es vraiment quelqu'un de bien et ça me fait super plaisir de raconter ton histoire sur la chaîne du Joker. Histoire donc que je vais vous lire à la première personne. Alors, Joker, j'aimerais te faire part d'une expérience d'un ami, ou pas. Tu en feras ce qui te semble bon, mais je pense qu'elle va te plaire et ça va plaire aussi à tes auditeurs. Et si tes poils s'hérissent, alors je n'en serai que flatté. Lors des vacances d'été en 2022, mon ami qu'on appellera Miloan avait loué un duo de gîtes attenant en même terrain, en Aveyron, plus exactement à Cap-d'Enac. Alors pour ceux qui sont de Cap-d'Enac, bienvenue à vous. Ce duo de gîtes, il faut savoir que c'est une rénovation qui a été faite récemment et c'est moi qui avais donné l'adresse de ce gîte. En réalité, ça appartient à ma tante et mon oncle et on a donc pu leur faire un prix intéressant. Alors toute la famille de Miloan va s'y retrouver. Cela comprenait donc son petit frère et ses parents, mais également sa tante et son oncle et leurs enfants. Âgés de 17 ans pour Miloan, le plus grand des enfants, entre parenthèses bien entendu, ils étaient tous dans le second gîte, situé en contrebas. Seule Victoire était dans la chambre du gîte des parents, comme elle se couche tôt et n'est pas très fêtarde, contrairement à mon ami et les autres. Bon, je fais un petit récap pour que vous compreniez mieux l'histoire de Julien. Il faut savoir qu'il y a Miloan, son ami, avec ses cousins-cousines, entre guillemets, du même âge, donc entre guillemets, entre 10 et 17 ans, qui sont dans un gîte en contrebas, et que l'autre gîte, c'est simplement pour les parents, les oncles et vraiment les petits-enfants, tout simplement. Je reprends l'histoire. La première journée s'écoule pour Miloan, entre guillemets, et sa famille, et vient donc l'heure de se coucher. Donc sur les coups d'1h du matin, tous étaient dans leurs lits respectifs. Miloan et son frère dans une chambre, un cousin dans une autre, et les deux cousines dans la troisième et dernière chambre de leur gîte. Au réveil, tous, sauf Sullivan, vont prendre leur petit déjeuner, et dans la discussion matinale, Miloan expose le fait qu'il a mal dormi, comme s'il entendait des ronflements dans la chambre d'à côté. Mais impossible pour lui de savoir s'il s'agissait de l'une de ses cousines ou de l'un de ses cousins. Une de ses cousines, appelons-la Julie pour l'histoire, lui explique qu'elle aussi a entendu. Donc pour elle, c'est forcément Sullivan qui dort encore. Quand Sullivan arrive enfin au petit déjeuner, l'ensemble des cousins lui font la réflexion en se moquant un peu de lui. Sauf que Sullivan rétorque qu'il n'a jamais dormi de la nuit à cause de ces mêmes ronflements. Et effectivement, Sullivan a l'air épuisé, ce qui pourrait montrer qu'il a effectivement pas dormi. Donc c'est pas lui qui aurait ronflé. Donc tous les cousins-cousines, ils s'interrogent là-dessus quelques secondes, mais très vite, ils vont passer à autre chose. Après tout, c'est que des ronflements. C'est rien de grave. Le deuxième jour, tout se passe effectivement encore normalement et arrive de nouveau l'heure de se coucher. Cette nuit-là, tous s'endorment, sauf Sullivan qui entend des ronflements toute la nuit. Mais malgré tout, il explique qu'il s'endort tout de même de la fatigue. Le lendemain matin, une serviette de la salle de bain est retrouvée dans le hall du gîte de Miloan et de ses cousins-cousines. Alors, on pourrait tous dire que c'est un oubli ou une serviette tombée après la douche, mais non. Et vous allez voir que, encore une fois, c'est un détail qui aura sa conséquence par la suite. Et pour cette troisième journée, ils décident d'aller en famille au marché et rien de particulier si ce n'est qu'ils ont croisé un SDF qui semblait les fixer et un commerçant ayant fait le curieux qui demandait si toute la famille logeait dans le gîte d'Alain. Et cela ne les a pas vraiment surpris, comme il faisait partie des premiers locataires de ce nouveau gîte. En rentrant au gîte, ils voient ce même SDF non loin de là. Ils demandent aux parents s'ils ont vu le SDF également, mais apparemment non. L'après-midi, Sullivan est allé faire une sieste à cause de la fatigue de la première et de la seconde nuit. Il arrive à s'endormir, mais se fait réveiller par un grincement de porte. Il se lève donc, mais surprise, le gîte est vide, tous ses cousins-cousines sont dehors en train de jouer. Alors plus tard, quand ils rentreront au gîte, Sullivan va demander à ses cousins-cousines si quelqu'un est revenu entre-temps et a provoqué ce bruit qui l'a réveillé. Encore une fois, il y a plein de petits mystères qui arrivent dans cette histoire qui font que les cousins-cousines, en tout cas la famille de Miloan, se posent pas mal de questions. Le soir arrive et Victoria, du coup la plus petite qui dort avec les parents, demande à ses cousins-cousines si tout se passe bien en bas et s'ils dorment bien. Ils font alors la remarque que l'un d'entre eux ronfle mais que personne n'a voulu encore se dénoncer. Victoria leur dit gentiment, avec un sourire innocent, que ça se trouve c'est personne ou que c'est tout bonnement un fantôme. Miloan me raconte qu'ils ont pris la blague de leur
petite cousine à la rigolade, mais qu'ils y pensent tout de même au fait que c'est étrange. La nuit arrive et étrangement Victoria demande si elle peut dormir exceptionnellement avec son frère Sullivan et qu'elle aussi, elle a envie de veiller un peu plus tard ce soir-là, même si je le rappelle, c'est la plus petite des cousins-cousines. Malgré tout, c'est accepté et elle passe donc la soirée avec tout le monde. Ils traînent jusqu'à 3-4 heures du matin et se mettent au lit. Victoria, qui a à peine 10 ans même pas, durant toute la soirée, dit qu'elle ressent des frissons. Elle a montré à plusieurs reprises ses bras ayant la chair de poule. Alors que pourtant, il fait encore plus de 20 degrés, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. En se couchant, Victoria demande à ce qu'ils laissent tous leurs portes ouvertes pour trouver du coup la personne qui ronfle. Pour elle, c'est un jeu. Et bien entendu, tous acceptent. Et pris par la fatigue, tous s'endorment. Victoria va se réveiller pendant la nuit et observer sa porte fermée et malgré tout entendre un ronflement. Elle réveille alors son frère Sullivan qui lui dit que c'est pas lui qui a fermé la porte. Elle décide donc, du haut de ses 10 ans, d'aller la rouvrir. Mais en ouvrant la porte, elle tombe nez à nez face au SDF du marché. Pris de panique, elle crie de toutes ses forces. Sullivan surgit et le SDF prend la fuite. Les autres cousins-cousines se réveillent évidemment en sursaut et ils expliquent ce qu'ils viennent de voir. Ils décident donc de bien verrouiller la porte qu'ils avaient laissée ouverte jusqu'à présent, comme il y a un portail et que c'est comme une dépendance du premier gîte. Miloan, qui se sent responsable de la troupe du haut de ses 17 ans, dit qu'il restera éveillé la fin de la nuit afin de vérifier que l'individu ne revienne pas. Au petit réveil, Miloan et le reste des enfants, entre guillemets, s'empressent d'informer les parents, bien entendu. Les parents expliquent alors qu'ils auraient dû les réveiller, etc., et c'est normal. D'ailleurs, ensemble, ils vont donc aller à la gendarmerie prévenir de l'événement nocturne qui s'est passé. Les gendarmes expliquent qu'ils pensent que c'est sûrement le fils des anciens propriétaires, car oui, ses parents sont décédés et que c'est pour cette raison que la demeure a été vendue. Le temps de la vente, le fils semblait devenir fou et en effet, il racontait ne plus arriver à dormir la nuit à cause des ronflements et des bruits étranges. Les cousins-cousines font donc le rapprochement avec ce qu'ils entendent depuis leur arrivée. Ils émettent donc l'hypothèse que c'est effectivement sûrement cette personne qui venait et s'endormait avec de forts ronflements. Pour être honnête, Miloan me disait que c'était une histoire comme une autre et que c'était rien de grave. Mais il me dit également que Victoria ne semblait pas du tout rassurée malgré l'explication des gendarmes. Ils continuent donc leur journée avec la promesse des gendarmes d'aller interpeller le potentiel intrus. Le soir arrivé et l'heure du coucher, ou de fatigue plutôt, arrive. Les jeunes vont se coucher tandis que Victoria retourne dans le gîte des adultes. Le lendemain matin, les cousins parlaient encore de ronflement nocturne et du coup, ils ont remis l'hypothèse que l'un des cousins ronflait. C'est alors que Miloan me dit que sa cousine Victoria veut se confier à lui, sans être pris pour une folle. Elle lui explique qu'elle ressent des choses, comme des ondes. Elle dit qu'elle se sent pas mal à l'aise, ce n'est pas malsain, mais elle pense qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur gîte en bas. En tout cas, elle peut pas l'expliquer. Miloan essaie donc de la rassurer, que tout ça, c'est sûrement dû aux émotions de la veille et c'est normal. Elle lui dit donc que c'est pas la première fois et qu'à chaque fois son instinct lui donne raison. Elle demande alors à Miloan de ne pas en parler car elle ne veut pas être prise pour une folle ou autre, mais qu'elle aimerait pouvoir veiller ce soir avec eux et trouver l'origine des ronflements, mais qu'évidemment elle a peur de rester éveillée toute seule. C'est pourquoi elle demande à Miloan de veiller avec elle ce soir-là. On est donc la 5e nuit et Miloan et Victoria vont donc veiller ensemble. Et à un moment, les ronflements se mettent à se faire entendre et ils vont donc enfin savoir qui est l'auteur de ce vacarme. Les 3 chambres sont bel et bien fermées et pourtant les ronflements ne semblent pas provenir de celle-ci, mais de l'entrée, même du placard, où une serviette est coincée dans la porte. Il m'explique que Victoria n'est pas sereine du tout, mais qu'elle a un calme particulièrement impressionnant. Miloan ouvre la porte, mais rien ni personne à l'intérieur. Et surtout, les ronflements cessent immédiatement. Victoria l'informe qu'elle sent une présence, qu'elle ne peut l'expliquer, mais qu'elle se sent naturellement ce qu'elle doit faire et dire. Je pourrais malheureusement pas ressortir les mots exacts de sa cousine, mais ça ressemblait beaucoup à quelque chose dans le genre « La mission est terminée, rejoins ta femme et repose en paix ». Elle a par ailleurs allumé des bougies tout le reste de la nuit, où aucun ronflement se feront réentendre. Le lendemain, les jeunes se réveillent et disent qu'ils ont passé une agréable nuit. Pas nécessaire de préciser que Victoria a demandé à ce que ça reste entre Miloan et elle. Et c'est pas tout. Les gendarmes passent dans la matinée au gîte et informent que le fils des anciens propriétaires effectivement s'introduisait chaque nuit dans le gîte. Car soi-disant, il voulait surveiller les jeunes qu'il ne leur arrive rien. Il explique qu'ils étaient pas seuls et qu'à tout moment, son papa pouvait se réveiller. Les jeunes et la gendarmerie ont bien pris l'individu pour un fou. Il a même été difficile de l'interdire de revenir dans le gîte, qui n'est d'ailleurs plus le sien. Cependant, Miloan m'a dit qu'avec sa petite cousine, ils en ont jamais parlé à leur famille de la dernière nuit. Miloan, avec qui j'ai parlé récemment sur cette histoire, car je voulais t'en parler, donc ça m'a redonné envie de lui en parler, m'a expliqué que Victoria a par conséquent ressenti de plus en plus de choses et qu'en parallèle de sa licence de psychologie, elle suit des formations énergétiques, chakras, etc., etc. Bon, fin de cette histoire et fin de ce témoignage pour Julien. En tout cas, on le remercie dans les commentaires d'avoir partagé l'histoire d'un de ses amis, Miloan.
Pour cette histoire, on va parler de Jesse. C'est un jeune adolescent de 12-13 ans, vivant une vie normale dans un quartier tranquille, à quelques kilomètres de Biarritz, dans le sud de la France. Il explique qu'à l'époque, il vit avec son frère de 8 ans et sa mère. Il précise aussi qu'il ne connaît malheureusement pas son père, mais ça n'aura pas d'incidence sur la suite de l'histoire. Jesse explique qu'à cette époque-là, il voit sa mère se démener pour lui offrir une belle vie. Sa mère les emmène au sport, les dépose, puis il va les chercher à l'école. Bref, elle est aux petits soins pour ses petits garçons. Et ça, Jesse sait que ça n'a pas dû être facile pour sa mère lors de son enfance. Élever 2 enfants tout seul, franchement, ça a l'air super difficile. Déjà qu'avec un, je galère, j'imagine même pas avec 2. Un mercredi après-midi, on est au mois de septembre, quand Jesse finit son entraînement de rugby. Et habituellement, sa mère vient le chercher directement, après du coup l'entraînement, sauf que cette fois, elle est pas là. Du coup, lui, pour mettre un petit peu de contexte, t'as le stade de rugby, t'as une butte sur le côté, et t'as vu directement sur le stade quand t'es sur la butte. Donc c'est plutôt une belle vue, et t'as aussi le parking où sa mère est censée venir le chercher sur le côté de la butte. Ce qui veut dire que là, Jesse, il décide d'aller sur la butte en regardant l'entraînement suivant de rugby, tout en jetant un œil fréquemment sur le parking au cas où sa mère arriverait. Au bout de quelques minutes, il voit une voiture arriver. C'est pas celle de sa mère, il le sait, mais par contre, il voit qu'il y a une personne à l'intérieur. Il y a une femme dedans qui lui fait signe surtout de venir. Jesse explique qu'il est seul sur sa butte, donc cette dame s'adresse forcément à lui. Et pour lui, c'est juste sa mère qui est venue avec une nouvelle voiture, ou peut-être même parce qu'elle a fait un accident et qu'elle a eu une voiture de remplacement. En clair, Jesse, il pense qu'il doit bien avoir une explication rationnelle à tout ça. Du coup, il descend de la butte et là, il va vers la voiture en pensant que c'est sa mère. Et en fait, quand il arrive devant la voiture, à quelques mètres, il se rend compte que c'est du coup pas sa maman. Il va au niveau de la porte conductrice et la vitre se baisse. Et il voit du coup une autre femme qui n'est pas sa mère. Et Jesse explique que c'est une femme qui lui donne beaucoup confiance. Elle a l'air totalement naturelle. Elle dégage en tout cas un truc qui est très naturel pour Jesse. Mais petite particularité, elle a une petite casquette. Une casquette qui fait que, il voit pas trop ses cheveux, mis à part qu'elle a une queue de cheval blonde. C'est tout. Rien de spécifique à part ça. Et cette femme, du coup, elle demande si c'est bien ici les entraînements de rugby. Donc lui, il répond que oui, c'est ici les entraînements et que lui, il vient de finir le sien. Il explique également que actuellement, c'est l'équipe U17 qui joue juste après son entraînement. La dame va alors lui dire qu'elle a un garçon du même âge que lui et qu'il aimerait jouer, mais comme il ne connaît personne dans la ville, dans le village, il est un peu timide. Et du coup, elle demande à Jesse, est-ce qu'il aimerait pas venir jouer avec son fils pour qu'ils deviennent amis et qu'ensuite, ensemble, ils jouent au club au rugby. Elle explique qu'ils sont nouveaux dans la ville et que c'est pas facile pour lui de s'intégrer. La dame dit aussi qu'il est à la maison et que ce serait une bonne idée s'il venait maintenant à sa maison pour jouer avec. Et Jesse, il explique qu'il a 12 ans à ce moment-là et que lui, il se dit c'est trop cool. À l'école, disons que Jesse, c'est pas le garçon le plus populaire non plus et donc c'est une opportunité unique pour lui de se faire un nouvel ami. Qui plus est passionné par le rugby. Donc le réflexe de Jesse, c'est d'aller derrière et d'appuyer sur la portière, sur la poignée et de rentrer. Sauf qu'au moment où il met sa main sur la portière, tu vois un coup de klaxon qui arrive. 2 coups de klaxon. Et là, il se retourne et il voit que c'est sa mère qui arrive au loin en voiture. Et à peine il a le temps de se retourner et constater que sa mère arrive, que tu as la dame qui est dans la voiture avec sa casquette qui s'en va doucement. Mais pas en accélérant vite et en essayant de fuir quoi que ce soit. Non, comme si elle décidait de partir tranquillement. Elle avance donc doucement, puis elle s'en va. Là, du coup, Jesse dit, tant pis, c'est pas grave. Je la reverrai peut-être la semaine prochaine et qui plus est avec son fils. Elle va revenir, donc c'est bon. Du coup, lui, Jesse, il se dirige vers la voiture de sa mère et il monte. Sauf que sa mère lui passe un énorme savon. Et ça, il comprend pas à l'époque. Je rappelle, il a 12 ans à ce moment-là. Sa mère lui demande qui c'était, etc., etc. Elle pose plein de questions. Il dit simplement que c'est la mère d'une personne qui a envie de jouer au rugby. Et elle proposait qu'il aille jouer avec son fils chez elle. Jesse explique que l'histoire s'est terminée ainsi, mais que plus tard, ils en ont reparlé avec sa maman et son frère. Sa mère expliquait à Jesse qu'effectivement, elle a eu très peur ce jour-là, car une personne qui propose d'emmener un enfant chez elle, c'est effectivement très suspect. Et c'est ainsi que Jesse raconte qu'il a réalisé plusieurs années plus tard qu'il a failli être enlevé par une dame aux bonnes apparences, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça que je trouve terrible, c'est qu'on se méfie souvent trop peu des personnes aux bonnes apparences, mais qu'en réalité, la menace d'un enlèvement, elle peut toujours être là, peu importe comment la personne est habillée, on va dire ça comme ça. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Jesse. Alors préparez-vous pour cette seconde histoire car elle est un peu plus longue que la suite et il y a vraiment beaucoup de détails. Et donc pour cette histoire, on va parler de la famille de Thibaut. Thibaut, c'est un père de famille de 37 ans qui vit avec sa femme Laure et leurs 3 enfants. Maxime qui a 11 ans, Julie 8 ans et le petit dernier Lucas qui a 5 ans. Thibaut explique qu'ils viennent tout juste d'emménager dans un appartement ancien d'une petite ville de province. Et franchement, ils ont eu un vrai coup de cœur pour ce logement. Il est spacieux, il est dans leur budget et surtout, chaque enfant peut enfin avoir sa propre chambre. L'appartement se trouve au 2e
2e étage d'un vieil immeuble qui a été récemment rénové. Thibaut raconte que le propriétaire leur a expliqué avoir tout refait à neuf il y a à peine 6 mois. Et effectivement, tout est nickel. La peinture est fraîche, la cuisine est moderne, les salles de bain sont aussi impeccables. Bref, les premiers jours se passent donc super bien, la famille prend ses marques, déballe leurs cartons et commence enfin à se sentir chez eux. Mais au bout d'une semaine, Thibaut remarque quelque chose de bizarre. En rentrant du boulot, il ouvre un placard pour prendre un paquet de chips qu'il avait entamé la veille. Sauf que la surprise, le paquet est complètement vide. Thibaut demande alors à sa femme si elle ou même les enfants ont fini le paquet. Mais personne dans la famille ne reconnaît l'avoir fait. Laure pense même que Thibaut a simplement oublié qu'il a fini le paquet lui-même et l'affaire en reste là. Sauf que 2 jours plus tard, c'est une bouteille de jus d'orange qui est quasiment vide alors qu'elle était pleine le matin même. Et encore une fois, personne ne reconnaît avoir bu tout ce jus d'orange. Alors vous le comprendrez, petit à petit, d'autres trucs bizarres commencent à se produire pour la famille de Thibaut et de Laure. Un matin, la télécommande n'est plus sur la table basse, mais dans la cuisine. Un autre jour, le chargeur du téléphone de Laure n'est plus à sa place habituelle. Et puis encore, il y a les chaussures des enfants qui sont parfois rangées différemment. Thibaut explique qu'au début, ils ont mis ça sur le compte du déménagement, du stress, de la fatigue, de tout ce changement en soi. Et puis ils ont commencé à accuser les enfants de faire des bêtises et de ne pas vouloir l'avouer. Et Maxime, le garçon de 11 ans, explique clairement à ses parents que non, c'est pas lui qui mange les gâteaux en cachette, c'est pas lui qui boit le jus d'orange en cachette, etc., etc. Et franchement, Thibaut explique que Maxime, il a l'air sincère. Et les autres enfants nient aussi farouchement et ça met de gros doutes dans la tête de Thibaut. C'est donc environ 3 semaines après leur emménagement que les bruits commencent. Thibaut raconte qu'une nuit, il est réveillé par des craquements dans le couloir. Alors, il se lève, il vérifie, mais il voit rien d'anormal. Sauf que ces bruits deviennent de plus en plus fréquents. Et surtout, ça sonne comme des pas légers, comme des craquements, comme des bruits de porte qui grincent très doucement. Et ça, c'est toujours la nuit, jamais en journée. Et vous êtes certainement d'accord pour dire qu'une maison, ça bouge avec le temps, c'est vrai. Comme on dit, ça travaille, mais ça doit travailler aussi bien la journée que la nuit, et pas que la nuit. Or là, c'est pas du tout le cas. Sauf qu'une nuit en particulier, c'est Julie, la fille de 8 ans, qui vient réveiller ses parents complètement paniqués. Elle dit avoir vu une ombre passer dans le couloir. Thibaut, toutes ces histoires lui trottent dans la tête et ne va donc pas dire à Julie qu'elle a fait un cauchemar. Au contraire, il va se lever immédiatement, puis prendre ça au sérieux. Il va fouiller l'appartement de fond en comble, mais malheureusement, il ne trouvera rien. Il rassure sa fille en lui expliquant que c'était probablement le reflet de la lune ou des phares de voiture par la fenêtre, mais dans la tête de Thibaut, c'est compliqué de croire ça. Donc Thibaut n'est pas si rassuré que ça. D'autant plus que le petit Lucas, le petit de 5 ans, commence aussi à avoir un peu peur la nuit. Il refuse désormais de dormir seul et insiste pour que la lumière du couloir reste allumée toute la nuit. Compliqué donc pour Thibaut et Laure d'élucider ce mystère. Et puis vient donc un événement où tout va changer. Un vendredi soir, la famille décide d'aller au cinéma tous ensemble. Alors que Thibaut et Laure profitent du moment en famille et surtout mettent de côté les problèmes de la nuit, ils se disent qu'il se fait tard et décident donc de rentrer. En entrant dans l'appartement, Thibaut remarque tout de suite que quelque chose cloche. La porte du frigo est légèrement entrouverte alors qu'il est certain de l'avoir bien fermée avant de partir. Et quand il l'ouvre complètement, il constate que plusieurs aliments ont disparu. Un reste de poulet rôti, une part de quiche, du fromage et même une bonne partie de la bouteille de lait. Thibaut est sous le choc. Pour lui, c'est de nouveau une preuve que quelqu'un s'est introduit chez eux. Il n'y a plus de doute à avoir. On n'est plus sur de la paranoïa, on n'est plus sur de l'imagination mal placée. Là, c'est du concret. Thibaut vérifie immédiatement toutes les entrées possibles, donc la porte d'entrée, les fenêtres, même la petite lucarne des toilettes, mais aucun signe d'effraction. Tout est parfaitement verrouillé. Encore une fois, c'est compliqué pour Thibaut qui ne comprend pas qui peut s'introduire chez lui sans commettre d'infraction. Cette nuit-là, personne ne dort vraiment bien. Même les enfants, alors qu'ils étaient fatigués, ressentent cette peur au fond d'eux. Thibaut, en bon père de famille, monte alors la garde une bonne partie de la nuit. Il est alors armé d'une batte de baseball, mais rien ne se produira. Le lendemain, Thibaut prend une décision radicale. Il va installer une petite caméra de surveillance dans la cuisine, orientée vers le frigo, car c'est la première fois qu'il y a quelque chose avec le frigo, et il va regarder. Donc il connecte la caméra à son téléphone pour pouvoir consulter les enregistrements à distance. Mais Thibaut explique qu'il préfère ne rien dire à sa femme ni aux enfants pour ne pas les inquiéter davantage. Donc on peut en déduire que c'est une toute petite caméra qui se voit à peine. Pendant 3 jours, rien ne se passe. La caméra n'enregistre que les allées et venues normales de la famille. Thibaut commence alors à se demander s'il n'a pas imaginé tout ça, s'il ne devient pas un peu parano et qu'il devrait consulter rapidement chez un médecin. Mais non, arrive la 4e nuit qui va enfin révéler la vérité à Thibaut. Vers 3h du matin, son téléphone vibre. La caméra a détecté un mouvement dans la cuisine. Thibaut se redresse donc dans son lit, le cœur battant, et regarde la vidéo en direct. Et
ce qu'il voit lui glace le sang. Une silhouette se déplace dans la cuisine, ouvre le frigo et prend quelques aliments puis referme doucement. La personne est plutôt grande, habillée de vêtements assez sombres et petite particularité, Thibaut remarque que cette silhouette, cette personne, se déplace avec une aisance qui prouve qu'elle connaît parfaitement les lieux. En tout cas, ça saute aux yeux. Thibaut va donc se lever et foncer en direction de la cuisine pour surprendre l'individu et tenter de le neutraliser. Même s'il risque sa vie, le plus important pour lui, c'est de défendre sa famille. Sauf que Thibaut n'en croit pas ses yeux. Il a beau être dans la cuisine, là où la silhouette était il y a quelques secondes seulement, mais il ne voit rien ni personne. Vous imaginez le bordel dans la tête de Thibaut là? Il voit quelqu'un chez lui sur la caméra, mais au final, personne n'est en réalité dans son frigo. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas un fantôme. C'est alors qu'une idée folle germe dans son esprit. Thibaut fait le tour de son appartement et remarque de nouveau qu'aucune effraction a eu lieu. C'est alors qu'il se met à fouiller les moindres recoins de son appartement, qu'il connaît déjà très bien, mais toujours rien. Le lendemain matin, tout le monde part au travail ou à l'école, sauf que Thibaut, lui, a pris son après-midi pour comprendre ce qui se passe. Thibaut rentre alors chez lui vers 13h30 et inspecte de nouveau son appartement. Et là, il va remarquer des traces de poussière sous un tableau. Détail qu'il n'avait pas vu dans la nuit précédente parce qu'il faisait tout noir. Thibaut examine alors minutieusement ce tableau, puis le soulève. Et c'est alors qu'il est face à un mur plat, rien de plus normal. Sauf qu'en regardant de plus près, il peut voir une marque rectangulaire assez grande. Il décide alors de mettre sa main sur le mur et à sa grande surprise, il peut déplacer une partie du mur jusqu'à laisser un trou suffisamment grand pour laisser passer quelqu'un. Derrière ce petit trou, il découvre une petite pièce d'environ 2-3 mètres carrés seulement, tout au plus, sans fenêtre, sans rien. Et ce qu'il y trouve le laisse sans voix. Il peut y voir un sac de couchage étendu sur le sol, une lampe torche, des bouteilles d'eau, des emballages de nourriture et même un petit seau qui servait visiblement de toilette improvisée. Quelqu'un vivait donc là. Non, quelqu'un vit là avec la famille de Thibaut depuis tout ce temps. Quelqu'un qui sortait la nuit ou quand la famille était absente pour voler de la nourriture ou utiliser la salle de bain et parfois même se déplacer dans l'appartement. Qui sait? Thibaut appelle donc immédiatement la police pour signaler ça et pendant tout ce temps, il a peur. Il redoute le fait que cette personne, cet intrus, il ne l'a pas encore trouvé et il sait que ça peut être une menace, donc il peut arriver à tout moment. La police malgré tout va intervenir sur les lieux puis se mettre à enquêter. Et lors de l'enquête, il découvre que cette pièce n'apparaît sur aucun plan de l'immeuble. Elle avait probablement été condamnée lors des rénovations, oublié de tous, sauf d'une personne. Et cette personne, c'était un des ouvriers sans papier qui avait travaillé sur la rénovation de l'immeuble. Un type immigré qui venait de perdre son logement et qui, connaissant l'existence de cette pièce oubliée, a décidé de s'y installer clandestinement. Il avait soigneusement plâtré et peint la porte, le mur, pour la dissimuler aux nouveaux locataires tout en gardant un accès discret. La police finira par retrouver cet homme quelques jours plus tard. Alors, il n'était pas dangereux, mais il était juste désespéré. Mais pour Thibaut et sa famille, le mal était fait. Comment se sentir en sécurité dans un appartement où un inconnu a vécu caché à quelques mètres d'eux pendant des semaines? Thibaut raconte qu'ils ont déménagé dès qu'ils ont pu et aujourd'hui encore, plusieurs années après, ils vérifient régulièrement chaque recoin de leur logement car désormais, il sait qu'on n'est jamais vraiment sûr d'être seul chez soi. Bon, débrief obligatoire de cette histoire avant de vous laisser. Pour moi et probablement pour vous, vous y verrez des incohérences. Enfin, pour le coup, j'aime me laisser porter par les histoires et croire que c'est vrai. Or là, j'y crois pas trop, même si j'aime bien l'histoire. Pour moi, il y a des incohérences. Comment la personne a eu les clés pour rentrer? Comment a-t-il pu le faire, par exemple, un trou dans le mur derrière un tableau, précisément où il y a une pièce secrète? Je trouve ça juste pas trop cohérent et un peu hasardeux. Encore une fois, je suis assez fasciné par ce genre d'intrusion, donc j'ai raconté l'histoire, mais je préfère être honnête, j'y crois pas trop à celle-ci. Sur ce, fin de cette histoire, mais n'oubliez pas, on a une troisième histoire tout de suite et je vous la raconte maintenant. Au passage, abonnez-vous. Pour cette troisième et dernière histoire, on va parler du confinement. Et moi, j'en garde un assez bon souvenir pour le coup. Je me rappelle que je me levais, je promenais mon chien, je jouais à FIFA. C'était vraiment incroyable. Bref, l'histoire se passe en mars 2020, juste au début du confinement. Vincent et Aurélie viennent d'emménager dans un vieux immeuble du centre-ville, un bâtiment ancien avec du cachet comme on dit, mais surtout un appart avec une belle surface pour un loyer très correct. Dans l'immeuble, il y avait qu'un appartement par étage et eux étaient au 3e étage. Les premiers jours se passent plutôt bien, l'appartement est agréable, la vue est pas mal et ils s'organisent pour le télétravail imposé par le confinement. Vincent installe son bureau près de la fenêtre du salon, puis Aurélie prend la chambre d'amis. Et puis, environ une semaine après leur installation, ça commence. Des bruits au-dessus de leur tête, des pas, des objets qu'on déplace, parfois même des chocs sourds, comme si quelqu'un faisait tomber des trucs lourds. Au début, Vincent et Aurélie ne s'inquiètent pas trop, ils se disent que quelqu'un a dû emménager au 4e et dernier étage de l'immeuble, et ils viennent d'emménager donc c'est normal que ça fait du bruit. Après tout, ils savaient que cet appartement était aussi alloué quand ils ont visité le leur, alors ça leur paraît logique. Ils espèrent juste que le bruit va vite s'arrêter et que c'est juste le temps de l'installation. Sauf que non, les jours passent et c'est toujours pareil. Chaque soir, plus précisément entre
entre 22h et minuit, les bruits s'intensifient encore plus. Des pas qui vont, des pas qui viennent, des meubles qu'on déplace et parfois même ceux qui ressemblent à des discussions. Un soir, alors que les bruits sont particulièrement forts, Vincent décide d'aller voir au 4e étage. Il monte et toque à la porte. Mais pas de réponse. Il toque alors plus fort, puis il demande s'il y a quelqu'un, mais rien. Aucun son, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, ce qui rend Vincent perplexe. Il redescend donc dans son appartement au 3e étage et Aurélie lui suggère que les voisins sont peut-être sortis entre deux et ont laissé une fenêtre ouverte qui claque ou un truc du genre. Et j'avoue, plausible. Mais au fond, ils savent tous les deux que ça n'explique pas tous les bruits non plus. Surtout en plein confinement où d'ailleurs personne n'est censé sortir après 20h. Le lendemain, Vincent retente sa chance avec une stratégie totalement différente. Comme il est en télétravail, comme presque tout le monde à ce moment-là, il attend sur le palier du 3e étage, guettant le moindre bruit de pas dans l'escalier. Mais il va passer des heures à attendre parce que personne ne va descendre. Il se dit alors qu'il va monter directement, peut-être que les voisins sont là, mais qu'ils n'ont pas entendu quand il a frappé hier soir. Il grimpe les marches 4 à 4, arrive devant la porte du 4e étage et toque de nouveau. Silence total. Il colle son oreille contre la porte, mais il n'entend rien. Pas un souffle, pas un mouvement. De retour chez lui, Vincent raconte ça à Aurélie. Il commence à trouver la situation bizarre, mais bon, avec le confinement, les gens deviennent un peu zinzin. Alors peut-être que ses voisins sont juste des asociaux qui refusent d'ouvrir leurs portes, tout simplement. Une semaine passe et les bruits sont de plus en plus fréquents et forts. Ce n'est plus seulement maintenant le soir, parfois c'est en pleine journée. Et ça en devient vraiment difficile de se concentrer pour le télétravail avec tout ce boucan au-dessus. Vincent et Aurélie décident alors de contacter leur propriétaire et d'en parler. Ils lui laissent un message vocal expliquant la situation, disant que les nouveaux locataires du 4e étage font beaucoup trop de bruit et qu'ils aimeraient bien qu'il leur parle. D'ailleurs, cette nuit-là, vers 3h du matin, ils sont réveillés par un vacarme monstrueux. On dirait que quelqu'un déplace tous les meubles de l'appartement au-dessus d'eux. On dirait même que quelqu'un fait tomber des objets et pire encore, donne des coups dans le sol comme si c'était fait exprès. Ça sonne limite comme un cambriolage, nous explique Vincent, au vu des bruits que ça fait. Alors, Vincent et Aurélie sont en pyjama, à moitié endormis, et ils hésitent de nouveau à monter pour voir ce qui se passe. Mais le bruit est tellement violent, tellement anormal qu'ils en ont peur. Ils sont pas juste agacés, non, ils sont réellement effrayés de la situation. Ils restent alors dans leur lit, serrés l'un contre l'autre, attendant que ça passe. Le lendemain matin, c'en est trop pour Vincent qui se réveille avant Aurélie. Il est enfin déterminé à régler cette histoire une bonne fois pour toutes, ça peut plus durer. Il s'habille et monte de nouveau au 4e étage. Cette fois, il se contente pas de toquer gentiment, il frappe fort avec son poing, puis avec le plat de sa main. Vincent hurle d'ouvrir la porte, sa voix résonne dans la cage d'escalier, mais de l'autre côté de la porte, c'est toujours le silence absolu. Frustré, Vincent reste là quelques minutes, espérant que quelqu'un va finir par ouvrir. Puis là, il redescend, se disant qu'il retentera plus tard. En sortant de l'immeuble pour aller faire quelques courses, le seul déplacement vraiment autorisé du coup pendant ce fichu confinement, Vincent tombe nez à nez avec le propriétaire. Et ce dernier a l'air furieux. Ah Vincent, j'allais justement venir vous voir. J'ai écouté votre message hier et c'est quoi cette histoire de nouveaux locataires au 4e étage? Vincent lui explique la situation, les bruits incessants, la possibilité de parler aux voisins qui ne répondent jamais, mais le propriétaire le regarde avec un mélange de confusion et d'irritation. Et il lui dit, il n'y a pas de nouveaux locataires au 4e étage. L'appartement est vide depuis 2 mois, c'est forcément des squatteurs. Le propriétaire sort un trousseau de clés et fait signe à Vincent de le suivre. Le propriétaire lui dit, venez, on va vérifier. Si c'est des squatteurs qui se sont installés, il faut appeler la police tout de suite. Ils montent alors ensemble au 4e étage, le propriétaire déverrouille la porte et ils entrent dans l'appartement. Et à la grande surprise de Vincent, il est complètement vide. Pas un meuble, pas un objet, rien. Juste de la poussière et des marques sur les murs, là où les tableaux ont dû être accrochés avant. Vincent est sous le choc. Il regarde partout, il vérifie les placards, la salle de bain, tout est vide. Et surtout, il n'y a aucune trace de vie récente. Pas de détritus, pas d'empreintes dans la poussière, rien qui indique que quelqu'un a pu être là ces derniers jours. Le propriétaire dit alors, vous voyez, il n'y a personne. D'ailleurs, avec le confinement, je n'ai même pas pu faire de visite depuis des semaines. Vincent est complètement déstabilisé. Il est certain de ce qu'il a entendu, Aurélie d'ailleurs aussi, et ces bruits ne pouvaient pas venir de nulle part. Le propriétaire remarque que Vincent est confus et qu'il ne peut expliquer tous les bruits des jours et soirs précédents. Et c'est alors que le propriétaire soupire et se met à dire, écoutez, c'est pas la première fois que j'entends parler de trucs bizarres dans cet appartement au 4e étage, donc je comprends ce que vous ressentez. Il explique alors que la dernière locataire, une femme d'une 50aine d'années, était très étrange. Elle pratiquait ce qu'elle appelait de la communication avec des plans supérieurs. Une sorte de médium ou de sorcière moderne qui faisait des rituels bizarres dans l'appartement. Le propriétaire explique qu'il l'a virée dès qu'il a su qu'elle faisait brûler des trucs dans le 4e étage, dans l'appartement du 4e étage. Mais que depuis, plusieurs locataires du 3e étage comme Vincent et Laure se sont plaints du bruit venant d'en haut, mais comme vous voyez, il n'y a rien, il n'y a personne. Il hausse les épaules comme pour dire c'est comme ça, et puis il ajoute, vous savez, ces vieux immeubles, ils ont leurs histoires, leurs
particularité. Parfois, c'est juste la tuyauterie, les planchers qui travaillent. Ou peut-être que vous avez raison et que c'est cette précédente locataire qui a fait réveiller quelque chose de bizarre dans l'appartement. Pour Vincent, c'est sûr que c'est la deuxième option qui est la plus réaliste, même si on parle de paranormal. Pour Aurélie et lui, ce n'est pas des bruits de tuyauterie, c'était des pas, des objets déplacés, des voix presque. Donc de retour dans leur appartement, il raconte tout à Aurélie. Et elle est aussi perturbée que lui. Et honnêtement, on peut comprendre, car vivre en dessous d'un appartement où il se passe des trucs bizarres, sans explication, vous serez pas tranquille non plus. Bref, Vincent et Aurélie ne nous disent pas si sont restés dans l'appartement par la suite, mais bon, en tout cas, bon courage à eux si c'est le cas. Pour cette histoire, cette première histoire, on va parler de Guillaume, un commercial de 28 ans qui passe sa vie sur les routes de France pour son boulot. Il fait des milliers de kilomètres chaque mois et franchement, il commence à connaître les routes par cœur. Guillaume explique qu'un soir de novembre, il rentrait d'un déplacement professionnel après une semaine de dingue. Il était environ 20h, il faisait déjà nuit noire et il pleuvait comme pas possible. Une de ces pluies qui rend la visibilité hyper compliquée quand tu conduis. À ce moment-là, il se trouve sur une départementale qui traverse une immense forêt, à plus de 100 km de chez lui. Et croyez-moi, à cette heure-là, sur cette route, il n'y a pas un chat. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre histoire. Guillaume aperçoit un homme sous la pluie qui fait du stop. Il est trempé jusqu'aux os et a l'air vraiment désespéré. Guillaume nous explique qu'habituellement, il s'arrête jamais pour prendre des inconnus. Mais là, avec ce temps de chien, il a une sorte d'élan de solidarité. Et oui, pour une fois, il décide de s'arrêter et de prendre cet homme. Il s'arrête donc et constate que l'autostoppeur a la quarantaine. Il monte dans la voiture et remercie chaleureusement Guillaume. L'autostoppeur lui explique que sa voiture est tombée en panne quelques kilomètres plus loin et qu'il doit absolument rejoindre la prochaine ville. Alors vous allez me dire, classique comme histoire. Et oui, au début, tout se passe bien. Mais petit à petit, Guillaume remarque des trucs bizarres. L'homme parle très peu de lui, mais pose énormément de questions à Guillaume. Il veut savoir où Guillaume va, où Guillaume il habite. Il veut tout savoir sur sa vie. Et franchement, Guillaume commence à se sentir assez vite mal à l'aise. Il y a comme un truc qui cloche pour lui. À y repenser, rien que là, il regrette déjà son élan de générosité. C'est alors qu'il remarque un détail qui lui glace le sang. L'autostoppeur a une tache sombre sur sa manche qu'il essaye constamment de dissimuler. Guillaume ne peut pas être sûr à 100%, mais ça ressemble vraiment à du sang. Et après tout, si c'est un accident, c'est possible qu'il soit un peu blessé. Et là, Guillaume, naturellement, il sent son cœur qui s'accélère. Il essaye de rester calme, mais dans sa tête, c'est la panique totale. Coup de chance, l'autostoppeur lui demande soudainement de s'arrêter à une station-service en particulier pour s'acheter des cigarettes. Guillaume accepte immédiatement, soulagé d'avoir enfin un moment seul. Guillaume le dit pas, mais je pense qu'à ce moment-là, il n'a qu'une seule envie, c'est de se barrer, laissant cet autostoppeur seul dans cette station-service. Bref, pendant que l'homme est dans la boutique, Guillaume remarque que l'autostoppeur a laissé son téléphone sur le siège passager. À ce moment-là, Guillaume hésite jusqu'à ce qu'il saisisse le téléphone et regarde l'écran, juste pour voir s'il y a un truc bizarre ou s'il y a quelque chose de normal. Clairement, il veut être rassuré et la moindre chose pour l'aider à reprendre confiance serait la bienvenue. Bref, il prend donc le téléphone, l'examine et voit plusieurs messages non lus. Et tous proviennent d'un destinataire qui semblerait être la femme de l'autostoppeur. Il défile les messages envoyés et l'un des messages attire son attention. Celui-ci dit « Tu étais trop loin, j'ai appelé la police ». Rien donc qui vaille pour notre ami Guillaume. Il comprend donc alors qu'il y a un truc louche avec cet autostoppeur. Il décide alors de garder son calme et de le déposer tout bonnement dans la prochaine ville et puis basta. L'autostoppeur revient donc de la station-service et on voit qu'il est un peu paniqué. Son comportement est assez étrange et demande rapidement à Guillaume de reprendre la route car il faut absolument qu'il aille chercher de l'aide pour sa voiture en panne. Entre-temps, l'autostoppeur récupère son téléphone et lance un regard étrange à Guillaume, du style « J'espère que t'as pas touché à mon téléphone ». Bon, moment encore une fois gênant pour Guillaume, qui reprend la route et espère vite que ce moment se termine. S'ensuit un long monologue pour l'autostoppeur qui n'arrête pas de parler pendant plusieurs minutes. Et c'est plus des questions privées qu'il pose, mais il commence maintenant, lui, à raconter sa vie. Enfin, plutôt même de ses projets. Et c'est assez étrange pour Guillaume qui entend marmonner l'homme qu'il veut tout recommencer de zéro ailleurs et que tout va enfin bien se passer. Oui, vous le sentez comme moi, il y a un truc bizarre avec cet autostoppeur. Et lorsque Guillaume prend la parole pour lui demander si la prochaine ville lui convient pour être déposé, il lui répond tout simplement non, qu'il préfère encore une autre, la prochaine. Sauf que, manque de peau pour Guillaume, la prochaine ville, il la connaît bien. C'est un tout petit village paumé. Et Guillaume comprend pas trop l'incohérence, pourquoi il veut être déposé là-bas. L'autostoppeur, il a une voiture en panne, il veut être déposé dans la ville la plus proche. Sauf que pour finir, il change d'avis et veut une ville paumée au milieu de nulle part. C'est n'importe quoi. Guillaume, face à ça, il sait pas trop quoi faire. Certes, l'autostoppeur n'est pas menaçant, mais disons qu'à minima, qu'il ne met pas en confiance Guillaume. C'est alors que Guillaume, en roulant, voit de la lumière au loin. Et cette lumière, c'est celle d'un contrôle de police. Naturellement, Guillaume ralentit,
et s'approche de la police qui va probablement effectuer un contrôle. C'est alors que l'autostoppeur hurle à Guillaume de freiner et de s'arrêter. Guillaume, dans la panique, s'arrête et observe rapidement que l'autostoppeur ouvre la portière et part sous la pluie dans la forêt un peu plus loin. Guillaume explique qu'il est plutôt soulagé de ce qui vient de se passer, mais qu'il ne comprend pas encore précisément ce qui se passe. C'est alors que Guillaume s'avance tout de même vers le contrôle de police et voici ce qu'il va comprendre. En s'arrêtant et subissant le contrôle de police, il demande des explications. La police lui explique qu'ils sont à la recherche d'un homme qui est accusé d'avoir tabassé sa femme. Très vite, Guillaume explique qu'il vient de prendre un autostoppeur très louche et qu'il y avait ce qui s'apparente à du sang sur lui. La police prend alors évidemment le témoignage de Guillaume très au sérieux et se met à sa course-poursuite en direction de la forêt. Voici comment la soirée de Guillaume, alors qu'il rentrait tranquillement chez lui, a tourné en petit cauchemar pour lui. Il explique qu'il ne s'est pas senti en insécurité non plus, mais que l'ambiance était assez pesante pour le coup. Bon, merci à Guillaume pour son partage. Moralité de l'histoire, soyez égoïste, ne prenez personne en voiture. Alors maintenant, faisons place à la seconde histoire de cette vidéo. Et cette histoire, c'est celle de Maxime, un garçon de 32 ans qui vient tout juste de divorcer. Et comme dans la plupart des divorces, c'était pas la joie. Dispute, avocat et tout le bordel qui va avec pour Maxime. Maxime, faut savoir qu'il a obtenu la garde partagée de son fils Lucas, un petit bonhomme de 4 ans. Un petit bonhomme plutôt timide qui a été vachement secoué par la séparation de ses parents. Faut le comprendre, à cet âge-là, à 4 ans, on voit son monde s'écrouler devant nous, ça doit pas être facile. Pour pouvoir recommencer à zéro, Maxime a décidé de déménager. Il a trouvé un appartement sympa dans un immeuble pas trop récent mais bien entretenu. 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain, rien de luxueux mais largement suffisant pour lui, donc pour un père, et son fils qui apprennent à vivre ensemble la moitié du temps. Pour être rassuré et pouvoir entendre Lucas depuis n'importe quelle pièce de l'appartement, Maxime décide d'acheter une paire de talkie-walkie. Il se dit que comme ça, Lucas pourra l'appeler s'il a besoin de quoi que ce soit pendant la nuit. Et lui pourra répondre immédiatement sans avoir à se lever à chaque fois qu'il croit entendre un bruit. Maxime ne fait pas ça par hasard. Il explique que c'est un bon moyen que Lucas, son garçon, prenne ses marques dans ce nouvel appartement. Et en plus, ça va améliorer leur complicité entre eux parce que c'est comme un jeu pour Lucas. Alors plutôt que d'aller dans un magasin de jouets où ces talkie-walkie coûtent une blinde, Maxime tente sa chance dans une brocante de quartier. Et justement, il tombe sur une paire de talkie-walkie qui a l'air en bon état. Un modèle un peu ancien, mais qui semble fonctionner parfaitement quand il les teste. Le vendeur, un vieux monsieur, a l'air fatigué, lui fait un prix dérisoire. 5 € pour la paire. Maxime trouve ça bizarre. Il s'attendait à payer au moins 15-20 €, même pour de l'occasion. Mais tant mieux, il va pas s'en plaindre et il paye 5 € pour avoir les talkie-walkie. Il remarque quand même que le vendeur a l'air pressé de s'en débarrasser. Il rentre alors à l'appartement, il montre les talkie-walkie le soir même à Lucas, qui est alors tout content. Ils font quelques tests en rigolant, Lucas s'amuse comme un fou, à parler comme un astronaute ou un policier, et Maxime est très heureux. Le soir venu, Maxime explique à Lucas qu'il va laisser un talkie-walkie dans sa chambre et que s'il a besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, il n'a qu'à appuyer sur le bouton et parler. Papa du coup l'entendra et viendra tout de suite. Et pour le coup, je trouve ça assez sympa, je pense que je vais mettre ça en place avec mon garçon. Maxime installe donc un des appareils sur la table de nuit de Lucas et garde l'autre avec lui dans le salon, là où il compte regarder un film tranquillement avant d'aller se coucher. Au début, père et fils jouent ensemble à se parler via le talkie-walkie, mais rapidement Lucas s'endort. Il est à peu près 22h30, Lucas dort depuis plus d'1 heure maintenant et Maxime est plongé dans un thriller quelconque sur Netflix. Le talkie-walkie est posé sur la table basse devant lui, le volume est assez bas pour ne pas le déranger, mais suffisamment fort pour qu'il entende si Lucas appelle. Et c'est là que se produit un grésillement du coup d'abord, comme de l'électricité statique. Puis ensuite, une voix d'enfant se fait entendre, et pas celle de Lucas. La voix est faible, lointaine, comme si elle venait de très loin. Maxime sursaute, fixe le talkie-walkie, puis l'attrape et l'examine. Il est bien limé, sur la même fréquence que celui de la chambre de Lucas, mais encore une fois, il entend la petite voix d'un enfant dire qu'il fait tout noir et qu'il a peur. Maxime fronce les sourcils. Ça doit être une interférence avec un autre talkie-walkie dans le voisinage. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Mais malgré tout, vous n'êtes pas censé savoir qu'avec des talkie-walkie, tu peux effectivement capter parfois d'autres fréquences, surtout sur les vieux modèles. Donc Maxime se lève quand même pour aller vérifier que Lucas va bien. En entrant doucement dans la chambre de son fils, il le trouve profondément endormi, serrant sa peluche préférée contre lui. Le talkie-walkie est toujours sur la table de nuit, exactement là où Maxime l'a posé. En retournant au salon, Maxime se dit effectivement qu'il a dû capter la communication d'un des voisins aux alentours. Peut-être quelqu'un dans l'immeuble qui a aussi des talkie-walkie. Qui sait. Il décide alors de ne pas y prêter attention et continue son film. Mais le lendemain soir, même chose se reproduit. Et cette fois, c'est encore plus perturbant. Maxime est en train de répondre à des emails pour le boulot quand le talkie-walkie s'anime. D'abord le même grésillement que la veille, puis des pleurs d'enfants étouffés, entrecoupés de hoquets. Puis la voix, la même que la veille, assez lointaine. Une voix qui glace le sang de Maxime. Il entend un enfant qui a peur qu'on vienne le chercher. Il a peur d'être frappé de nouveau. Ces mots, prononcés du coup par une voix d'enfant, ont quelque chose de profondément bouleversant pour Maxime. Il prend le talkie-walkie, appuie sur le bouton pour parler et demande si quelqu'un l'entend. Pas de réponse.
Juste un léger grésillement, puis le silence. Maxime va immédiatement vérifier Lucas qui encore une fois dort paisiblement. Perplexe, Maxime commence à se demander si quelqu'un ne lui fait pas une blague. Mais qui? Son ex-femme avec qui il est en divorce? Non, je pense pas. Pour lui, elle n'est pas du genre à faire ce type de plaisanterie glauque, surtout si ça implique leur enfant, Lucas. Alors peut-être un voisin, mais non. Comment serait-il qu'il a lui aussi des talkie-walkie? Bref, pas de réponse pour le moment pour Maxime. Sauf que vient le 3e soir. Maxime décide de changer les piles des 2 appareils. Peut-être que les piles faibles causent des interférences bizarres, sait-on jamais. Il vérifie aussi la fréquence, s'assure qu'ils sont bien synchronisés et la soirée commence. Mais cette nuit-là, vers 1h du matin, alors qu'il somnole devant la télé, le talkie-walkie s'anime de nouveau. Cette fois, la voix est plus claire, elle est plus distincte. Il entend la même voix d'enfant lui dire qu'on lui a fait du mal et qu'il est encore enfermé. Maxime est vraiment inquiet. Ce n'est pas normal. Ces messages sont trop spécifiques, trop cohérents pour être de simples interférences aléatoires. Le lendemain, poussé par la curiosité et l'inquiétude, il décide de faire des recherches sur l'immeuble où il vient d'emménager. Il commence par discuter avec le gardien, un homme d'une 60aine d'années qui travaille là depuis des décennies. Au début, le gardien est réticent. Mais quand Maxime insiste, lui expliquant qu'il a entendu des bruits étranges et qu'il est inquiet pour son fils, le vieil homme finit par se confier. Il explique qu'il y a environ 10 ans, un drame s'est produit dans l'immeuble. Un petit garçon de 6 ans qui vivait dans l'appartement juste au-dessus de celui où Maxime habite maintenant, a disparu. Tout le monde a cherché, la police, les voisins, mais l'enfant est resté introuvable. Les soupçons se sont rapidement portés sur le beau-père de l'enfant, un homme au tempérament violent qui avait déjà été signalé aux services sociaux. Mais sans corps, sans preuve, l'enquête a piétiné. Et quelques mois plus tard, le beau-père s'est emportant avec lui la vérité sur ce qui est arrivé au petit garçon. Cette histoire glace le sang de Maxime. Il rentre chez lui, bien évidemment troublé, et passe la soirée à faire des recherches en ligne sur cette affaire. Il trouve alors quelques vieux articles de journaux qui confirment les dires du gardien. Le petit garçon s'appelait Théo, et il aurait aujourd'hui 16 ans s'il était encore en vie. Cette nuit-là, Maxime a du mal à s'endormir. Il fixe le talkie-walkie, presque en s'attendant à ce qu'il s'anime. Et effectivement, vers 2h du matin, le grésillement familier se fait entendre. Et il peut entendre « Regarde derrière le mur ». La voix est plus pressante, plus claire que jamais. Regarde derrière le mur, je suis là. Maxime sent un frisson lui parcourir le corps, il allume la lumière, fixant toujours le talkie-walkie. Quel mur? Demande-t-il en sentant à quel point cette conversation est surréaliste. Il entend comme réponse « dans la chambre ». Maxime se lève comme dans un état second, il va dans la chambre de Lucas, qui dort toujours profondément. Il commence à taper doucement sur les murs, écoutant le son que ça produit. Et effectivement, un des murs, celui qui doit être mitoyen avec le conduit technique de l'immeuble, sonne différemment. Pas exactement creux, mais différent. Le lendemain, pendant que Lucas est à l'école, Maxime examine ce mur plus attentivement. Il remarque qu'une partie du papier peint semble avoir été refait, comme si quelqu'un avait fait des travaux à cet endroit précis. C'est pas ultra visible à l'œil nu, mais il explique que ça en devient évident qu'il y a quelque chose derrière. Poussé par une intuition qu'il n'explique pas à ce moment-là, Maxime va chercher un marteau, une masse et un tournevis dans sa boîte à outils. Il commence à gratter le papier peint, puis à taper doucement sur le placo. Et là, il le sent. Il y a un espace, comme si le mur avait été recouvert, dissimulant une ouverture derrière. Avec des gestes de plus en plus fébriles, Maxime agrandit le tronc. Et derrière, il découvre un petit espace. Et au fond de cet espace, à moitié enfoui sous les gravats et de la poussière, on y trouve des ossements, des petits ossements. Maxime recule, horrifié. Il sait immédiatement ce qu'il vient de découvrir. Ou plutôt, il comprend que les petits ossements devenaient appartenir à cet enfant Théo, disparu depuis de longues années. Il appelle alors la police, les mains tremblantes pour faire part de sa découverte. Quand les officiers arrivent, il leur raconte tout. Enfin, presque tout. Il omet l'histoire du talkie-walkie et des voix, se contentant de dire qu'il a remarqué que le mur sonnait creux et qu'il a voulu tout simplement vérifier, pensant à un problème d'humidité. Les policiers appellent des renforts, des experts, et les ossements sont soigneusement récupérés, emportés pour analyse. Et Maxime sait déjà ce qu'ils vont découvrir. Ce sont les restes du petit Théo, ça n'en fait aucun doute. Maxime est bouleversé par cette découverte, mais c'est pas fini. Car le lendemain, Maxime va leur passer la soirée devant le talkie-walkie à attendre qu'il émette un son. Et effectivement, vers minuit, 1h du matin, le grésillement se fait de nouveau entendre une dernière fois pour Maxime. Mais cette fois, il n'y a qu'un mot. Un simple merci, murmuré par cette voix d'enfant, puis le silence, un silence définitif. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, Maxime explique qu'il n'a pas fui l'appartement, mais a décidé de rester car il se sentait, lui et son fils, extrêmement bien dans l'appartement. Bon, je rappelle, je sais pas si c'est vrai ou non, mais l'histoire m'a tellement touché que ça m'a fait plaisir de la raconter. On est dans le paranormal, et même si j'ai du mal à y croire, j'ai envie que ce soit vrai tellement l'histoire est touchante et finit bien. Enfin, façon de parler. On enchaîne désormais avec la 3e et dernière histoire de cette vidéo, où on va parler d'un couple qui pensait avoir fait l'affaire du siècle. Et vous allez vite comprendre pourquoi un prix parfois trop bas en immobilier peut cacher des choses qu'on préférait ne jamais découvrir. Ce couple a la quarantaine bien tassée et est marié depuis presque 20 ans. Lui, c'est Marc, qui bosse dans la finance, et elle, la femme, c'est Sophie, qui est architecte d'intérieur. Ils n'ont pas d'enfants, et c'est un choix qu'ils ont fait ensemble pour se consacrer à leur carrière et leur passion. Et franchement, la vie leur sourit.
Bel appartement en centre-ville, job qui paye bien, voyage régulier, mais au fond, il commence à ressentir une certaine lassitude. Même avec une belle vie, on finit par vouloir du changement. La routine, vous voyez le truc. Le besoin d'air, de nature, de déconnecter le temps d'un week-end. C'est comme ça, du coup, qu'ils vont décider d'acheter une nouvelle maison secondaire en campagne. Un endroit clairement pour se ressourcer le week-end, loin du stress de la ville. Et après plusieurs mois de recherche, ils tombent sur ce qui semble être la perle rare. L'annonce d'une maison en bois, au bord d'un lac, isolée mais pas trop, avec un grand terrain. Alors, ils prennent rendez-vous avec l'agent immobilier pour la visite. Et là, premier truc bizarre, c'est à chaque fois que Sophie ou Marc demandent pourquoi la maison est en vente, l'agent élude la question. Il parle de la vue, il parle du potentiel du terrain, mais jamais des vendeurs ou de leur motivation. Bon, ils se disent que c'est juste peut-être un agent immobilier pas très doué et qui veut pas répondre à leurs questions. Mais pour le coup, la maison leur plaît vraiment, le cadre est magnifique, donc ils sont vachement intéressés. Alors, il faut savoir que la maison est clairement dans son jus, qu'elle est même un peu vieillotte, et donc elle va demander pas mal de travaux, et ça plaît énormément à notre couple. Et je vous l'ai dit, Sophie, c'est une architecte d'intérieur, donc elle va se faire un plaisir de retransformer cette maison. Elle se voit faire un vlog sur ses rénovations pour lancer son activité et faire encore plus de rénovations d'immeubles. Elle a plein d'idées qui lui viennent en tête, et Marc, la voyant emballée et aimant l'emplacement, il lui propose de faire une offre. L'agent leur apprend qu'il y a aussi d'autres acheteurs intéressés, et donc une petite guéguerre d'enchères va s'engager. Sophie et Marc décident de proposer un peu plus que prévu, et bingo, ils remportent l'affaire. 2 mois plus tard, les clés sont à eux. C'est un vendredi soir où ils arrivent euphoriques avec leur bande de potes pour le déménagement. Déballage des cartons, apéro sur la terrasse, face au lac pour fêter leur emménagement, coucher de soleil de dingue, bref, tout est parfait. Les amis ayant aidé au déménagement et sur les chapeaux de roue depuis très tôt le matin, ils décident de partir avant le souper. Et laissant Marc et Sophie pour la première fois se coucher très tôt dans leur nouvelle maison secondaire. Je le rappelle. Sophie précise que oui, ils étaient complètement KO, mais ils étaient surtout très heureux. C'est vers 3h du matin que Sophie se réveille en sursaut. Un bruit l'a tirée du sommeil, comme un craquement suivi d'un clapotis. Marc dort profondément à côté d'elle. Elle se lève donc et va à la fenêtre. Dehors, la lune se reflète sur le lac, c'est magnifique, tout est calme, enfin presque. Sur la berge, elle aperçoit une silhouette. Quelqu'un est là, immobile qui semble regarder vers la maison. Son cœur s'accélère, la personne est trop loin pour distinguer quoi que ce soit. Sophie hésite à réveiller Marc, puis se dit que c'est sûrement un promeneur insomniaque ou un pêcheur matinal. Elle observe encore quelques secondes, puis la silhouette disparaît soudainement. Troublée, elle retourne se coucher, mais peine à retrouver le sommeil. Le lendemain matin, elle raconte à Marc ce qu'elle a vu pendant le petit déjeuner. Il la rassure en lui disant que c'était probablement un riverain, et c'est tout. Il décide aussi d'aller inspecter la berge, mais ne trouve rien d'anormal, donc pas de souci. Puis la journée se déroule normalement, nettoyage, mesures pour les futurs travaux, rangement, tout va pour le mieux. Et en fin d'après-midi, alors qu'ils prennent l'apéro sur la terrasse, ils aperçoivent un couple qui promène son chien long du lac. Sophie et Marc les saluent et engagent la conversation avec le voisinage, si on peut dire ça comme ça. Ils se présentent comme les nouveaux propriétaires et veulent discuter. À ces mots, les voisins échangent un regard étrange. Marc, il est intrigué, il leur demande ce qui provoque cette réaction. Les voisins semblent en fait mal à l'aise et finissent par lâcher une sorte de « vous avez du courage d'habiter ici après ce qui s'est passé ». Alors Sophie et Marc, ils connaissent rien du tout de l'historique de la maison et du coup ils insistent pour en savoir plus. C'est alors que les voisins finissent par leur raconter l'histoire. En fait, il y a 1 an, la femme de l'ancien propriétaire s'est noyée dans le lac. Un incident selon l'enquête officielle. Elle serait sortie en barque un soir et serait tombée à l'eau. Et ne sachant pas nager et en étant toute seule, elle s'est tout bonnement noyée. Mais le plus troublant dans l'affaire, c'est ce qui s'est passé après. Le mari a commencé à raconter des choses étranges. Il prétendait que sa femme lui apparaissait la nuit, trempée au bord du lac. Il disait qu'elle l'appelait. Au début, les gens ont mis ça sur le compte du chagrin, mais il est devenu de plus en plus perturbé jusqu'à quitter précipitamment la maison, quelques mois après refusant d'y remettre les pieds. Les voisins s'en vont en leur souhaitant du coup bonne chance et surtout un bon emménagement. Malgré tout, Sophie et Marc n'y sont pour rien pour cette histoire. Eux restent alors silencieux un moment et Sophie repense donc à la silhouette de la nuit précédente, mais elle ne dit rien. Marc essaye de détendre l'atmosphère en disant que ce sont des légendes peut-être de village et que le veuf était probablement juste en dépression. Malgré tout ça, il passe une bonne soirée et se couche vers minuit. Et c'est là que ça recommence. Sophie se réveille vers 2h30 du matin et cette fois le bruit est distinct. Quelqu'un frappe doucement à la porte d'entrée de la terrasse. Des toc-toc réguliers et insistants s'entendent. Elle réveille Marc qui entend les coups lui aussi. Il se lève, prend son téléphone comme lampe torche et décide d'aller voir malgré les protestations de Sophie. Il traverse le salon plongé dans l'obscurité et s'approche de la baie vitrée. Marc déverrouille la baie vitrée et sort prudemment sur la terrasse. Il inspecte les alentours avec la lumière de son téléphone mais ne trouve rien. Il revient alors vers Sophie, rassuré quand soudain celle-ci fixe quelque chose derrière lui, vers le lac. Son visage est livide. Marc se retourne lentement et au bord du lac à peine éclairé par la lune se tient de nouveau une silhouette. Une personne aux cheveux longs, aux vêtements qui semblent sombres et mouillés, trempés. Une personne immobile qui les regarde. Le couple recule précipitamment dans la maison, ferme la baie vitrée
et la porte à clé et tire sur les rideaux. Le cœur battant, Marc décide d'appeler la police. L'opérateur leur dit qu'une patrouille sera envoyée, mais qu'il faudra du temps car ils sont isolés. Il s'assoit dans le salon, toutes les lumières allumées en attendant la police. C'est alors que le téléphone de Sophie sonne. Numéro inconnu, elle décroche malgré tout, hésitant. Une voix à peine audible, comme étouffée, lui dit « Sortez de cette maison ». Puis la voix ajoute « Elle ne vous laissera pas tranquille, partez tant que vous pouvez encore ». Et la communication se coupe. Sophie raconte à Marc ce qu'elle vient d'entendre. Il essaie de la rassurer en parlant de blagues de mauvais goût, mais il est aussi effrayé qu'elle, finalement. Puis ils entendent de nouveau des coups et toc-toc sur la porte. Cette fois, à la porte d'entrée, Marc regarde par le Judas, mais ne voit personne. Pourtant, les coups continuent. Sophie commence à paniquer. Elle veut partir immédiatement, mais Marc insiste pour attendre la police. C'est à ce moment-là que Sophie remarque quelque chose d'étrange. Dans l'entrée, juste devant la porte, il y a une flaque d'eau. Comme si quelqu'un de trempé s'était tenu là, jusqu'ici. Mais personne n'est entré dans la maison. La police arrive finalement environ 45 minutes plus tard. Ils inspectent les alentours, la berge, le terrain, mais rien. Personne. L'un des policiers même leur dit que c'est probablement des jeunes du coin qui leur ont fait une mauvaise blague, sachant qu'ils sont les nouveaux arrivants. Et la police leur conseille tout bonnement d'installer des caméras de surveillance pour être plus en sécurité. Le lendemain matin, ils décident de rentrer à Lyon, dans leur ville. Ils reviendront en journée la semaine prochaine pour installer des caméras et reprendre les travaux. La semaine suivante, donc, ils reviennent un mercredi après-midi, en plein jour. La maison a l'air normale, même presque rassurante. Marc installe des caméras de surveillance pendant que Sophie commence à nettoyer et à ranger. Ils veulent se réapproprier l'endroit et ne pas se laisser intimider. En fin d'après-midi, alors que Sophie passe dans la chambre, elle remarque une autre flaque d'eau au pied du lit. Elle appelle Marc, ils inspectent alors le plafond, ils cherchent une fuite, mais rien. Le bois est parfaitement sec autour. Et cette flaque, elle a une forme bizarre, comme une empreinte de pas, mais on le voit pas distinctement. Marc suggère alors que c'est peut-être eux qui ont emmené de l'eau avec leurs chaussures, mais ni l'un ni l'autre n'est entré dans la chambre depuis leur arrivée. Ils décident malgré tout de continuer. Marc vérifie que les caméras fonctionnent bien et enregistre correctement. Et ils repartent chez eux en fin de journée avec un malaise qui ne les quitte pas. Le week-end suivant, armés de leurs caméras de surveillance, ils reviennent avec l'intention de percer ce mystère. Vendredi soir se passe calmement, trop calmement même. Pas de bruit, pas de silhouette, rien. Samedi matin, Marc décide d'explorer davantage le terrain. En longeant la berge, il remarque des buissons épais à environ 50 mètres de la maison. En s'approchant, il découvre un cabanon de jardin à moitié caché par la végétation. Et ça, il n'avait jamais remarqué. Marc ouvre alors la porte et tombe sur du matériel. Enceinte Bluetooth, petit projecteur, vêtements sombres mouillés, perruque de cheveux longs, son sang se glace. Il appelle Sophie qui accourt. Ensemble, ils réalisent que tout est orchestré. La silhouette, les coups, même l'appel téléphonique, c'est forcément une mise en scène. Marc, furieux, consulte immédiatement les images des caméras posées la veille. Et cette fois, il n'y a plus de doute. On y voit clairement une personne s'approcher de la maison dans la nuit avec une enceinte portable. Sophie fait défiler les images et reconnaît la silhouette. C'est l'homme du couple de voisins qu'ils avaient rencontré quelques semaines avant. Celui qui leur racontait l'histoire de la noyade et toute cette légende qu'il y a autour. Tout devient clair. L'histoire était vraie, la noyade a bien eu lieu, mais tout le reste, les apparitions, les coups, l'appel téléphonique, c'est une arnaque. Les voisins voulaient les terroriser pour qu'ils revendent à bas prix. Marc est alors furieux, il veut alors confronter les voisins immédiatement. Mais Sophie l'arrête et lui fait repenser de nouveau aux flaques d'eau dans l'entrée le vendredi dernier et surtout celle dans la chambre le mercredi. Ça, pour le coup, ça peut pas être les voisins qui ont fait ça. Marc se fige, elle a raison. Le matériel qu'ils ont trouvé peut expliquer la silhouette, les coups, même l'appel téléphonique, mais pas les flaques d'eau. Pas ces traces d'eau à l'intérieur de la maison alors que personne n'était rentré. Un silence pesant s'installe entre eux. Ils décident de ne pas confronter du coup les voisins. À la place, ils contactent un avocat et porte plainte pour harcèlement et tentative d'escroquerie. La police viendrait constater et récupérer le matériel, mais surtout ils mettent la maison en vente. Marc et Sophie mettent la maison en vente immédiatement, malgré les preuves de la manipulation, malgré la rationalité qui leur dit que tout ça était faux. Comme on l'a dit, ils sont plus du tout à l'aise dans cette maison parce que les flaques, ça peut pas être les voisins. Il y a quelque chose de paranormal quand même dans cette maison. L'annonce est donc mise en ligne le lundi suivant et devinez qui fait une offre en moins de 48 heures, c'est le couple. Le couple de voisins, soi-disant sympa et qui leur a raconté l'histoire. Une offre bien en dessous du prix d'achat, vous l'aurez deviné. Sophie et Marc refusent, ils finissent par vendre à un autre acheteur quelques semaines plus tard, en perdant un peu d'argent certes, mais en s'en sortant quand même. 6 mois plus tard, Marc tombe sur un article de journal local. Les voisins ont été condamnés pour harcèlement, ce n'est pas la première fois qu'ils faisaient ce coup, ils avaient déjà fait fuir 2 propriétaires précédents de la même manière, rachetant ensuite la maison à prix cassé pour les revendre avec une belle plus-value. Bref, tout était calculé, l'histoire de la noyade servait de base crédible pour leur mise en scène. Marc montre alors l'article à Sophie qui est tout bonnement soulagée. Mais Sophie repense de nouveau à ces flaques d'eau, à leur forme, à leur emplacement et elle préfère ne pas savoir si c'était du paranormal ou si c'était autre chose de défaillant dans la maison. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui arrive à beaucoup d'entre nous.
c'est-à-dire se retrouver dans une soirée avec des gens qu'on connaît pas. Enfin, c'est surtout quand on a la vingtaine, quand on se fait beaucoup d'amis. Bref, et pour cette histoire, on va parler de Julie, qui a 24 ans et de sa meilleure amie Camille de 23 ans. Et il y a une particularité sur Julie, c'est qu'elle vient de rencontrer un mec, un petit copain, qui s'appelle Thomas, avec qui elle sort depuis 2 mois. Du coup, elle est toute heureuse. Vous savez, c'est ce genre de période où tout est encore nouveau, où on découvre l'autre, ou tout simplement on est sur un petit nuage. Et Thomas, il propose un truc à Julie, c'est-à-dire passer une soirée chez ses potes d'enfance qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Julie, elle est un peu stressée à l'idée de rencontrer les amis de son mec, mais en même temps, c'est une étape importante dans leur relation, donc elle l'accepte. Julie demande alors à sa copine Camille de l'accompagner parce que franchement, c'est toujours plus rassurant d'avoir sa meilleure amie avec soi quand on rencontre des inconnus. Et Camille, en vrai, c'est sa meilleure amie, donc il ne se séparent pas très souvent ni très longtemps, donc c'est normal pour Julie de lui proposer. Et en tant que best friend qui se respecte, Camille accepte direct. Le jour J arrive, c'est un samedi soir, Thomas vient les chercher en voiture et les emmène dans une maison en banlieue. Et pas la banlieue proche, juste je parle d'une baraque un peu isolée, entourée de champs et de petits bois. Le genre d'endroit où les voisins sont trop loin pour entendre quoi que ce soit. En clair, moi je vois ça comme un endroit idéal pour boire des verres et se raconter des histoires d'horreur autour d'un petit feu. Ils arrivent alors vers 20h. Et dès la sortie de la voiture, Camille a cette sensation bizarre au creux de l'estomac. Vous savez ce truc qui vous dit que quelque chose cloche, mais que vous n'arrivez pas à définir. Thomas les fait entrer et leur présente ses 3 potes, Marc, Léo et Nicolas. 3 mecs dans la vingtaine avancés, tous plutôt grands et baraqués. Et premier truc qui interpelle Camille, c'est qu'il les fixe vraiment bizarrement, elle et Julie. Pas le genre de regard qu'on fait quand on rencontre l'ami ou la petite amie d'un copain. Non, c'est plus. C'est même assez insistant comme regard, comme s'il les évaluait ou les jaugeait. Autre truc bizarre, c'est que Thomas est complètement différent avec eux. Lui qui est d'habitude super attentionné avec Julie, là il fait à peine attention à elle. C'est comme si il redevenait ado, à faire des blagues douteuses avec ses potes et à rigoler un peu trop fort. Donc ambiance moins festive que ce que pensaient nos 2 copines Julie et Camille. La soirée commence malgré tout sur une bonne note car ils font un petit apéro. Vous l'aurez compris, tout ça, ça me donne soif. Mais bon, Camille remarque vite que les verres des filles sont systématiquement remplis avant même qu'elles aient fini leur précédent verre. Et à chaque fois qu'elle pose son verre, un des mecs lui en propose un autre en insistant tout le temps, encore et encore. Marc tend un cocktail à Julie en lui expliquant que c'est sa spécialité, c'est son cocktail fétiche et qu'elle doit absolument le goûter. Et Julie, contrairement à Camille, elle veut faire bonne impression car elle aime Thomas, c'est son nouveau petit ami, donc elle accepte tout ce qu'on lui propose. Et au bout d'1 heure à peine, Camille remarque que son ami a les yeux vitreux, anormalement vitreux, et le discours un peu pâteux. Pourtant, elle n'a pas bu tant que ça encore à ce moment-là de la soirée. Et là, Camille réalise un autre truc. Les mecs, eux, en fait, ils ne boivent presque pas. Ils font semblant, ils trinquent, mais leur verre reste toujours plein. Nicolas prétend même aller aux toilettes chaque fois qu'il s'absente, mais Camille est presque sûre qu'il va vider son verre quelque part à ce moment-là. Vers 22h, Julie commence à vraiment pas être bien du tout. Elle se tient la tête, elle dit qu'elle a des vertiges, et c'est à ce moment-là que Thomas lui propose de s'allonger à l'étage. Camille propose immédiatement d'accompagner son amie, car elle est super inquiète. Et Camille indique que depuis le début de soirée, elle a fait attention à se servir elle-même son verre et qu'elle prévoit plutôt de faire attention à sa copine ce soir plutôt que de boire à outrance, comme le veulent les garçons. Mais du coup là c'est bizarre. Les mecs insistent pour que Camille reste avec eux, pour qu'ils fassent connaissance, etc., etc. Et Léo, un des copains de Thomas, lui bloque presque le passage en lui expliquant que Thomas va s'occuper de Julie et qu'il commence à peine à s'amuser. Bon, j'avoue, ça me met un peu sur les nerfs d'entendre tout ça. Des mecs comme ça, c'est juste des tordus qui ont des intentions plus que malveillantes. Bref, Thomas monte avec Julie et redescend quelques minutes plus tard. Le regard qu'il échange avec ses potes met Camille du coup super mal à l'aise. C'est comme s'il partageait un secret et l'ambiance devient de plus en plus lourde. Les blagues des mecs sont de plus en plus tendancieuses, tout tourné vers le... Il commence à poser des questions indiscrètes à Camille sur ses relations, sur ses préférences. Vous l'aurez compris. Sauf que Camille, c'est pas son délire. Enfin, c'est pas son délire avec des mecs comme les amis de Thomas, du moins. Pour avoir un peu de repos dans cette soirée de l'enfer, Camille explique qu'elle va aller aux toilettes. Mais en réalité, elle veut surtout vérifier comment va son amie Julie. Et en passant devant la cuisine, elle entend les mecs parler à voix basse. Nicolas dit alors que les filles sont parfaites et Marc, l'un des amis de Thomas, lui répond qu'elles sont comme les dernières qu'il a apportées. Thomas a l'air un peu hésitant, mais finit par dire que la rousse est déjà prête, qu'ils peuvent commencer avec elle. Et Camille se fige sur place. Son sang se glace parce que c'est de Julie qu'il parle. Elle est rousse, donc ça ne fait aucun doute qu'il parle de son amie. Elle fait alors demi-tour comme si de rien n'était, mais son cœur bat à 100 à l'heure. Camille se retrouve donc dans le salon, et quand les mecs reviennent de la cuisine et retrouvent Camille dans le salon, ils changent immédiatement de sujet. Camille essaie de garder son calme, mais elle est terrifiée. Elle se doit de retrouver Julie, et pour elle, elles doivent partir d'ici tout de suite. Elle annonce qu'elle va enfin monter et voir comment va Julie. Cette fois, c'est Nicolas qui l'arrête. Il lui dit que Julie dort et qu'il vaut mieux pas la déranger. Son ton est
différent maintenant, plus dur, plus autoritaire. Camille insiste, elle veut juste vérifier que son ami va bien. Et là, Nicolas lui agrippe le bras, fort, et lui dit de ne pas s'inquiéter, que tout est prévu pour qu'il passe une bonne soirée. Cette phrase, tout est prévu pour passer une bonne soirée, fait courir un frisson glacé le long de la colonne vertébrale de Camille. Elle dégage alors son bras et essaie de masquer sa peur. Elle leur dit qu'elle va juste retourner aux toilettes de nouveau et qu'à son retour, elle veut voir des maîtres de shooter pour enfin faire la fête comme il se doit. Et beau move de Camille, car les garçons pouffent tous de rire et sont enchantés d'entendre ça de la part de Camille. Comme quoi, des teubés sans cervelle, il y en a partout. Bref, les toilettes sont à l'étage et c'est sa chance pour Camille. Dès qu'elle monte, elle appelle doucement Julie, mais pas de réponse. Elle essaye une porte verrouillée, une deuxième, une chambre vide, une troisième fermée aussi. En passant devant une autre porte entrouverte, Camille aperçoit quelque chose qui la fige sur place. Des écrans d'ordinateur qui montrent des images de différentes pièces de la maison, dont notamment une chambre où Julie est allongée complètement dans les vapes. Des caméras cachées. Ils ont des caméras cachées dans toutes les pièces. Camille entre dans la pièce, tremblante, et découvre une étagère d'une dizaine de disques durs externes, tous étiquetés avec des dates et des prénoms féminins. Aurélie, février 2023, Sophia et Laura, novembre 2022, et d'autres, beaucoup d'autres. La pièce tourne autour d'elle, c'est un cauchemar. Ces mecs, ils attirent des filles ici, ils les droguent certainement, et ils les filment à leur insu. Et Julie, voire même Camille, sont leurs prochaines victimes. Il y a quelques minutes, Camille avait déjà d'énormes soupçons sur ces garçons et cette soirée, sauf que là c'est clairement plus sérieux que ce qu'il pensait. À ce moment-là, Camille entend des bruits de pas dans l'escalier. L'un des garçons est en train de monter. Elle sort alors en courant de la pièce et trouve enfin la chambre où est Julie. Elle ferme la porte à clé derrière elle et secoue son amie pour la réveiller. Elle lui crie qu'il faut qu'elle sorte d'ici tout de suite. Julie ouvre des yeux embués, elle comprend à peine ce qui se passe tellement elle est dans les vapes, mais elle demande surtout où est-ce qu'il est Thomas. Camille lui explique qu'elles sont en danger et qu'ils ne peuvent pas faire confiance à Thomas et ses potes parce qu'ils ont mis à coup sûr des trucs dans leur verre. Et surtout qu'il y a des caméras partout dans cette maison. Camille dit à Julie qu'elle a des preuves sur le fait qu'ils ont déjà fait ça avec d'autres filles. Julie la regarde, elle est complètement perdue et c'est ainsi que Camille décide de laisser Julie dans les vapes et de changer de stratégie. Elle ne va pas tenter de fuir avec sa copine pour l'instant qui est trop KO, mais va plutôt appeler la police et se barricader dans cette chambre. Elle compose alors le 17 et se met à déplacer un meuble devant la porte pour être en pseudo-sécurité. Ça lui fera forcément gagner un peu de temps, même si les garçons veulent rentrer dans la chambre. Et d'ailleurs, Camille explique que la menace se fait très rapidement sentir quand elle entend quelqu'un toquer à la porte de la chambre. C'est Thomas, le copain de Julie, qui demande d'entrer, mais pas en hurlant, juste avec une voix calme. Camille à ce moment-là se demande si elle peut faire confiance à Thomas, sauf qu'elle va faire le choix de dire à Thomas qu'elle préfère rester avec Julie pour prendre soin d'elle pendant qu'ils font la fête en bas. Et elle explique encore une fois qu'elle arrive dans 5-6 minutes maximum. Ainsi, elle espère gagner un petit peu de temps jusqu'à ce que la police arrive. Mais non. Alors qu'elle est en ligne avec le 17 et qu'elle chuchote de venir les aider à l'adresse où ils sont, elle commence à entendre le bruit des garçons monter à l'étage sérieusement. Là, l'on est sûr. Ils sont tous en haut, silencieux. S'ensuit quelques secondes de silence jusqu'à ce que Camille entende des bruits énormes à la porte. C'est tous les garçons qui sont en train de taper sur la porte pour essayer de l'enfoncer. Julie se met alors à crier au téléphone de venir vite les aider car ils sont en train de rentrer. Camille déplace l'armoire devant la porte pour gagner encore un peu plus de temps et se met dos au meuble à l'armoire qu'elle a mis devant la porte pour tenir le plus longtemps possible. Camille commence à désespérer car si la police n'arrive pas dans les secondes, dans les minutes qui suivent, elles vont toutes les deux certainement y passer. Camille a le réflexe de crier sans s'arrêter que la police arrive d'une minute à l'autre. Mais vraiment, elle dit ça plusieurs fois pour dissuader les garçons de forcer la porte. Et chose que Camille ne peut pas expliquer, c'est que ça va marcher. Malgré plusieurs minutes à subir l'assaut des garçons, si on peut dire ça comme ça, Camille est soulagée d'entendre des bruits dans l'escalier, synonyme de fuite des garçons. Et c'est alors que des dizaines de minutes plus tard, la police arrive enfin sur les lieux et soulage nos deux copines, dont Julie qui recevra les premiers secours, vous l'aurez deviné. Mais du coup, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Eh bien, Camille va vite comprendre que Thomas et son groupe d'amis n'ont pas été retrouvés ce soir-là. En effet, ils ont pris la fuite bien trop tôt et donc normal qu'ils n'ont pas été attrapés ce jour-là. Enfin, cette nuit-là. Sauf que vous vous rappelez de la pièce avec les cassettes vidéo? Eh bien, ça a permis à la police d'identifier Thomas et ses amis et de mettre la main dessus plusieurs semaines plus tard. Camille ne nous dit pas plus de la suite de l'affaire. En tout cas, on se doute que d'autres victimes ont dû refaire surface et qu'il y a une procédure en cours contre eux. Et c'est tout ce que je leur souhaite. En tout cas, Camille nous explique que Julie, son amie, a eu beaucoup besoin d'elle, car se faire droguer par son propre petit ami a des fins plus qu'étranges, et forcément, ça choque pour toute une vie. En tout cas, bravo, enfin chapeau à Camille pour sa lucidité et sa capacité à protéger sa copine ce soir-là. On ne peut souhaiter que bon courage et bon rétablissement à Camille et à Julie après avoir vécu tout ça. Sur ce, pour une première histoire, on est plutôt pas mal.
Bon, on enchaîne maintenant pour une seconde histoire dans cet épisode thread d'horreur et on va parler de Caroline. C'est une Australienne de 25 ans qui vient de terminer ses études d'ingénieur et bosse du coup depuis 1 an. Et comme beaucoup de jeunes, elle reste chez papa-maman le temps de mettre un peu d'argent de côté. Ce qui est plutôt malin au vu du prix des loyers d'aujourd'hui. Bref, Caroline, elle est super proche de ses 2 meilleurs potes, Lindsay et Justin. Et quand je dis proche, c'est le genre d'amitié où ils se voient quasiment tous les jours. Ils partagent tout, ils font plein de trucs ensemble, bref, un trio inséparable. Donc, après une année de boulot sans vacances, Caroline et ses 2 amis décident enfin de s'offrir un petit trip bien mérité. Mais attention, pas un voyage de luxe non plus. Quand on est jeune, on débute dans la vie active, donc le budget, il est plus ou moins serré. Ils choisissent une destination qui leur fait rêver et qui est très abordable. C'est une île assez loin des côtes qu'on peut rejoindre uniquement par bateau. Et pour y aller, ils doivent prendre un ferry de nuit qui part en début de soirée et arrive tôt le lendemain matin. Et là, premier choix économique pour nos 3 amis qui va s'avérer, disons, pas le meilleur. Ils décident de prendre juste les billets de base, sans cabine. Ça veut dire qu'ils vont devoir passer la nuit dans les espaces communs du bateau. Vous savez, comme ces backpackers qui dorment par terre dans les aéroports. C'est un peu le même délire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ils ont pas trop de budget et ils préfèrent économiser sur le trajet en bateau plutôt que sur l'île. On arrive donc le jour J, le jour du départ. Il est environ 18h30 et ils sont en route pour le port. Sur le chemin, ils font un arrêt dans une petite épicerie pour acheter des trucs à grignoter pendant la traversée. Et c'est là que Caroline remarque pour la première fois un mec avec un sweat vert qui la fixe bizarrement entre les rayons. Au début, ça la fait un peu rire, donc elle s'empresse de dire à ses amis qu'il y a quelqu'un qui la regarde et que c'est gênant. Mais malgré tout, elle est décontractée. A priori, ça serait pas la première fois que ça lui arrive. Ensuite, ils reprennent donc la route et vers 19h, alors qu'ils approchent du port, Caroline commence à recevoir des appels d'un numéro inconnu. 1 fois, 2 fois. Vous savez, c'est ce genre d'appel trop relou qui nous lâche pas. Un peu le style publicité commerciale par téléphone. Du coup, Caroline, au 3e appel, elle finit par décrocher et voir qui l'appelle depuis le début. Et alors qu'elle était énervée de voir que l'on l'appelle, elle se rend compte que l'appel provient de la compagnie maritime. Aïe, la compagnie maritime la prévient que le ferry est sur le point de partir et qu'ils n'ont pas encore enregistré leur billet. Ils ont mal calculé leur timing et les voilà qui courent comme des dingues sur les quais pour ne pas rater le bateau. Ils arrivent heureusement juste à temps, essoufflés, et montent à bord alors que les derniers passagers embarquent. Le ferry démarre, ils sont soulagés d'être à bord et la soirée passe tranquillement. Ils mangent leur sandwich, ils sont sur le pont, ils admirent le coucher de soleil, c'est plutôt cool et ça symbolise le début officiel des vacances pour eux. Mais quand la nuit commence vraiment à tomber, il faut penser à s'installer pour dormir ou du moins se reposer. Ils trouvent un coin tranquille, pas trop passant, avec de la moquette par terre. Ils s'installent comme ils peuvent avec leur plaid et leur sac servant d'oreiller. Franchement, c'est pas le Hilton, on va pas se le cacher, mais ça fera l'affaire pour une nuit. Justin, toujours pragmatique, lui décide d'explorer un peu le bateau pour repérer les toilettes et si possible des douches pour le lendemain matin. Pendant ce temps, Caroline et Lindsay restent au campement improvisé sur le bateau et papotent tranquillement. Et c'est là que ça devient un petit peu chelou. Un garçon s'approche d'elle, mais vous allez voir que c'est pas n'importe lequel. C'est ce fameux garçon au sweat vert que Caroline a aperçu à l'épicerie. Le garçon au sweat vert discute avec elle un bon moment. Finalement, il s'appelle Ethan. Il explique qu'il voyage seul et qu'il a une cabine à lui tout seul. Et clairement, il en a eu un peu marre de rester enfermé là-dedans, à scroller sur TikTok sans fin. Et donc, il a voulu monter pour se faire des amis, des connaissances. Et c'est pourquoi il leur propose même, avec un sourire tranquille, de venir y passer un moment dans sa cabine au chaud, le temps de boire un petit truc, de discuter, puis de se reposer si elle le souhaite. Caroline hésite et Lindsay aussi, sauf que la tentation est trop bonne à prendre. En pleine nuit, même si on est sur les côtes australiennes, ça refroidit un peu. En plus de ça, Ethan, ce garçon, a l'air sympa, donc pourquoi pas. Toutes les deux se dirigent donc vers la cabine en se disant qu'elles vont y aller une dizaine de minutes et qu'elles reviendront plus tard quand Justin aura fini son tour. Une fois dans la cabine, Ethan, le garçon au sweat vert, allume une petite lampe de chevet, sort une bouteille de thermos et leur sert un liquide brun dans des gobelets en carton. Il leur tend les boissons, toujours aussi calme, toujours souriant. Pour Caroline et Lindsay, c'est le paradis. Un chocolat chaud dans une cabine au chaud, c'est le top. Les 3 jeunes continuent de faire connaissance et ça se passe plutôt bien jusqu'à ce que Caroline remarque que Lindsay parle, mais tout ce qu'elle dit n'a aucun sens. Les phrases sont à l'envers, ça n'a pas de contexte. Bref, Caroline se dit que Lindsay, elle doit être très très fatiguée. Car là, on dirait qu'elle plane tellement ça veut rien dire. Et Caroline tente alors d'aller vers Lindsay pour lui demander si tout va bien. Sauf qu'à son tour, elle se rend compte qu'elle ne sait finalement pas bouger. Elle a envie de bouger, mais elle n'y arrive pas. Et j'aimerais bien vous raconter la suite sur cette chaîne de ce qui va se passer, mais Caroline et Lindsay n'en ont aucune idée. À la place de ça, on va retrouver Justin, qui explique ce qu'il a vécu à ce moment-là. Et je rappelle que lui, il est sur le pont du bateau et qu'il faisait un tour pour repérer des douches pour le lendemain matin. Une fois son tour fini, il est reparti au campement improvisé avec ses amis, sauf qu'il voit au bout du bateau ses 2 copines partir avec un garçon.
donc ce garçon au sweat vert du nom d'Ethan. Justin explique qu'il va les laisser tranquilles et qu'il va attendre au campement, là où il y a leurs affaires, sauf que 5-10 minutes plus tard, et pas de retour de Caroline et Lindsay. Et nos trois amis, ils ont une règle, c'est de ne jamais laisser l'un d'entre eux très longtemps tout seul. Ce qui sous-entend que c'est pas normal que Caroline et Lindsay soient partis aussi longtemps sans être venus le chercher ou du moins prévenir Justin. Justin se lève et part en direction de là où il a vu ses deux amis et ce garçon au sweat vert pour la dernière fois. Il avance et s'enfonce dans les étages du bateau à la recherche de ses amis. Mais rien, personne. Il ne croise personne dans le bateau. Le stress monte alors pour lui et il se demande comment il va faire pour retrouver ses amis et les protéger si besoin. Alors qu'il remonte les étages pour aller trouver un membre d'équipage et du coup avertir de la situation, il est surpris par un bruit de porte à quelques mètres de lui. Ce bruit de porte, il est produit par Ethan, ce garçon au sweat vert qui sort de sa cabine. Et Justin, quand il le voit, lui demande où sont ses amis. Ethan lui a dit qu'il était justement sorti pour aller le chercher car ses amis sont en train de dormir paisiblement dans sa cabine. Et Justin a alors un mauvais pressentiment car il connaît très bien ses copines et ce n'est pas en 10 minutes de temps qu'elles pionceraient comme ça. Et surtout pas avec un inconnu. Justin avance donc vers la porte de la cabine, là où se trouve Ethan, et il ouvre la porte puis constate que ses deux amis sont amorphes dans un lit. Sauf que Justin remarque tout de suite qu'elles ont des positions bizarres, comme si elles s'étaient endormies en une fraction de seconde. Justin se retourne alors pour demander ce qui s'est passé, sauf qu'il se prend un coup en pleine tête par Ethan. Une bagarre éclate alors entre Justin et Ethan, sauf que vous n'êtes pas censé savoir que Justin, c'est un ceinture noire de karaté. Oui, vous l'avez bien entendu, ceinture noire de karaté. Ce qui signifie que même s'il a pris un coup par Ethan, Justin va retourner ce garçon dans tous les sens avant de le mettre KO technique. On veut tous un pote comme Justin, j'ai l'impression. Du coup, après l'avoir mis KO, Justin sort de la cabine et appelle à l'aide pour faire sortir ses amis de cette cabine. Heureusement, plusieurs passagers vont sortir et l'aider et enfin Caroline et Lindsay seront saines et sauves. Justin explique qu'il va enfermer Ethan dans la cabine et prévenir les membres de l'équipage de ce qui vient de se passer. Tout d'abord, il faut savoir que nos deux amis, Caroline et Lindsay, après avoir reçu les premiers soins, ont été victimes d'empoisonnement. Et ça, vous vous en doutez. Et visiblement, c'est dans le chocolat chaud que cotonnait le poison. Chocolat chaud donné par Ethan à Caroline et Lindsay. Quant à Ethan, du coup ce garçon au sweat vert, il va être récupéré par les agents de sécurité du bateau pour être ramené sur la côte australienne et probablement bien accueilli par la police. Triste début de vacances du coup pour nos trois amis et assez brutal à vivre je pense. En tout cas on sait pas comment vivent ça Caroline et Lindsay, mais bon courage à elles pour se remettre d'un truc pareil. On enchaîne maintenant avec la dernière histoire de cet épisode, Thread d'horreur. Et pour cette histoire, on va parler de Manon, une étudiante de 24 ans qui vient tout juste de déménager pour son nouveau job. Et franchement, si vous avez déjà emménagé dans un immeuble ancien, vous allez comprendre certainement la situation. Manon vient de trouver un travail dans le marketing, dans l'IA plus précisément, après ses études. C'est son premier vrai boulot, avec un salaire correct, et elle est super contente d'avoir trouvé un petit appartement en centre-ville, pas trop cher en plus. Bon, bien sûr, il y a toujours un hic. L'immeuble est super ancien, du genre avec des moulures au plafond et un escalier en bois qui grince à chaque pas. Alors, chacun ses goûts, mais perso, c'est pas mon truc. Et croyez-moi, ce n'est pas le seul détail flippant de cet immeuble, vous l'aurez bien compris. Son appartement est situé au 3e étage. Et sur chaque palier, il y a un grand miroir ancien. Vous savez, c'est un miroir avec un cadre doré, super travaillé, un peu même terni par le temps. Manon explique que ça donne un certain charme à l'immeuble, mais que ça fait aussi un peu film d'horreur, surtout la nuit quand l'éclairage est faible et qu'elle rentre de soirée. Les premiers jours se passe plutôt bien pour Manon. Elle s'installe, elle déballe ses cartons, accroche ses photos. Bref, elle prend ses marques dans son nouvel appartement. Elle rencontre même 2-3 voisins sympas, notamment une vieille dame au 2e étage, Madame Olivier. Elle s'appelle Madame Olivier et elle lui offre des cookies faits maison pour son arrivée. Et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, au bout d'une semaine environ, Manon commence à remarquer un truc bizarre. Un soir, alors qu'elle rentre tard du boulot, elle monte les escaliers comme d'habitude. Arrivée au premier palier, elle jette un coup d'œil au miroir par réflexe. Et elle a l'impression que son reflet a un temps de retard. Comme si son reflet avait continué à monter une marche alors qu'elle s'était déjà arrêtée. Ça dure une fraction de seconde, tellement courte qu'elle se dit qu'elle a dû rêver. D'ailleurs, elle est fatiguée, il est tard et l'éclairage du palier n'est pas top. Elle continue donc sa montée jusqu'à son appartement sans y penser davantage. Sauf que 2 jours plus tard, même scénario. Cette fois, c'est au 2e palier. Elle s'arrête un instant pour reprendre son souffle. Oui, 3 étages sans ascenseur, ça peut être physique. Et encore une fois, elle a l'impression que son reflet continue de bouger une demi-seconde après elle. Et c'est là que ça commence à devenir flippant. Parce que cette fois, Manon est sûre de ce qu'elle a vu. Elle n'est pas fatiguée, il n'est pas tard et l'éclairage est pour le coup correct. Alors elle fait un test. Elle lève la main droite, puis la baisse rapidement. Et effectivement, son reflet semble avoir un léger décalage, ce qui est pas normal. À ce moment-là, Manon commence à avoir la chair de poule. Elle se dépêche de monter les dernières marches jusqu'à son appartement et s'enferme à double tour. Et puis, elle ressasse ça toute sa soirée. Est-ce que le miroir est si ancien que ça renvoie mal le reflet? Bref, à ce moment-là, elle essaye bien entendu de rationaliser ces événements. Le lendemain, elle en parle à sa collègue de bureau, Chloé, et cette dernière se moque gentiment d'elle. Elle lui dit que c'est juste son imagination qui joue des tours, que les miroirs anciens ont parfois des irrégularités
qui déforme légèrement le reflet. Mais rien de paranormal là-dedans. Et que dit comme ça paraît ridicule. Un miroir qui a un bug, sérieusement, ça n'existe pas. Mais le soir même, Manon décide de faire une expérience. Elle va filmer avec son téléphone son reflet dans le miroir du 2e palier. Comme ça, elle pourra vérifier si elle devient folle ou si quelque chose cloche vraiment. Elle monte donc les escaliers, téléphone à la main. Arrivée au 2e palier, elle se place devant le miroir et commence à filmer. Elle fait quelques gestes, tourne la tête, lève le bras. Rien d'anormal. Sauf qu'au moment où elle va arrêter l'enregistrement, elle aperçoit du coin de l'œil une silhouette qui passe derrière elle dans le miroir. Une silhouette sombre, indistincte, comme une ombre. Mais quand elle se retourne brusquement, il y a personne. Le cœur battant, Manon remonte en 4e vitesse jusqu'à son appartement. Une fois à l'intérieur, elle regarde la vidéo qu'elle vient de prendre. Et la stupeur, on voit clairement son reflet qui continue de la fixer quelques secondes après qu'elle ait détourné les yeux dans la vraie vie. Oui, on est dans le paranormal plus, mais ça vaut le coup d'entendre la suite, je vous le dis, car ce n'est pas tout. À un moment donné, on distingue effectivement une forme sombre qui passe derrière elle dans le miroir. Mais juste avant que cette forme n'apparaisse, on entend un léger murmure. Un murmure incompréhensible, mais clairement audible qu'elle n'avait pas entendu sur le moment. Cette nuit-là, Manon a du mal à trouver le sommeil, bien évidemment. Elle n'arrête pas de repenser à cette vidéo, à ce qu'elle a vu, mais malgré tout, elle est épuisée et elle finit par s'endormir. Le lendemain, elle décide d'en parler à Madame Olivier, sa voisine du 2e étage. Si quelqu'un peut lui en dire un peu plus sur cet immeuble, c'est bien elle qui y vit depuis plus de 30 ans. Manon frappe donc à sa porte en début de soirée et Madame Olivier l'accueille avec un sourire chaleureux et l'invite même à rentrer. Manon remarque que son appartement est rempli de photos anciennes et de bibelots vintage. Au début, Manon tourne autour du pot, parle de l'immeuble, de son installation, etc., etc. Puis finalement, elle se lance et demande à Madame Olivier si elle a déjà remarqué quelque chose d'étrange avec les miroirs de palier. C'est alors que le visage de la vieille dame change d'expression. Son sourire disparaît, remplacé par un air un peu grave, presque effrayé. Elle demande à Manon ce qu'elle a vu exactement. Manon lui raconte alors les décalages dans les reflets, la silhouette sombre, le murmure sur la vidéo, et plus elle parle, plus Madame Olivier semble alors préoccupée. Une fois que Manon a fini son récit, la vieille dame reste silencieuse un moment. Puis elle se lève, va chercher une boîte dans un tiroir et en sort une vieille photo en noir et blanc. Elle l'attend alors à Manon. Sur la photo, on voit l'immeuble, bien plus jeune que maintenant, avec un groupe de personnes devant l'entrée. Parmi elles, un homme au costume sombre, avec un visage étrangement flou. Comme si la photo avait bougé juste à ce moment-là. Madame Olivier explique alors à Manon que cet homme était Monsieur Leroy, le propriétaire de l'immeuble dans les années 50. Il vivait seul au dernier étage et était réputé pour être, un peu particulier. Il était fasciné par les miroirs, il en avait installé partout dans son appartement, des miroirs de toutes formes et de toutes tailles. Les gens disaient qu'il passait des heures à se regarder, à parler à son reflet, comme s'il s'agissait d'une autre personne. Un jour, Madame Olivier explique qu'on l'a retrouvé mort devant l'un de ses miroirs. Les circonstances exactes de son décès sont restées pour le moins mystérieuses. Certains ont dit qu'il s'était d'autres qu'il avait fait une crise cardiaque. Ce qui est sûr, c'est qu'après sa mort, tous les miroirs de son appartement ont été retirés et vendus. Enfin, tous non, sauf ceux des paliers, que personne n'a voulu achetés et qui sont donc restés là comme éléments déco. Depuis, plusieurs locataires ont signalé des phénomènes étranges liés à ces miroirs, tout comme Manon. Des reflets qui ne suivent pas exactement les mouvements, des murmures, des ombres, mais jamais rien de dangereux. Du moins, c'est ce que Madame Olivier affirme pour rassurer Manon. Mais Manon explique dans son thread que sa voisine lui a tout de même soufflé à l'oreille de ne jamais trop s'attarder sur les miroirs, juste au cas où. Bon, je vous avoue, je sais pas trop quoi penser de cette histoire, elle est vraiment différente de celle que ce que je raconte, mais j'aime bien cette imagination, cette fascination autour des miroirs. Et donc, naturellement, ça s'explique pas et c'est un peu frustrant, voire beaucoup. Et donc ce témoignage, cette première histoire, c'est raconté par Bébé, c'est son pseudo. Et je le raconte du coup à la première personne, je le lis comme elle me l'a envoyé. C'était il y a 5 ans, pendant mes années de collège. Pour le thread, on va me nommer Javan. Avec mes amis, on cherchait toujours un peu d'aventure et de frisson. Un jour, notre petit groupe de 5 décida d'explorer une vieille maison abandonnée, au sujet de laquelle circulaient des rumeurs. On disait qu'il s'y déroulait des rituels étranges. Sur le chemin, l'un de mes amis, qu'on appellera Maé, nous dit qu'il y avait un mauvais pressentiment. Une fois devant la maison, il refusa carrément même d'entrer. Il nous a dit même mot pour mot, les mecs, je crois qu'on est observé, j'ai un très mauvais feeling là. Et honnêtement, moi aussi je ressentais cette sensation d'être observé. Donc pour ne pas le forcer, on décida tous de rentrer chez nous. Mais le soir même, en vocal sur la PlayStation, la maison revient dans la discussion. Et là, un autre membre du groupe avoua qu'il avait ressenti également la même chose que Maë. Malgré tout, malgré ce feeling étrange qu'on a tous un petit peu ressenti, on commence à se chauffer pour y retourner un peu plus tard. Et ça ne trompe pas. Une semaine plus tard, nous voilà devant cette fameuse maison. Cette fois, on avait invité 2 autres amis supplémentaires pour se rassurer. On était donc 7 en tout. On avait même pris des pétards au cas où quelqu'un se trouverait à l'intérieur ou pour se défendre tout simplement. Mais on savait qu'on avait peu de chance de s'en servir. On passa du coup par un petit chemin discret, pas très accessible, et une fois dans le jardin de cette maison, 3 d'entre nous, dont moi, entrèrent dans la maison pendant que les autres attendèrent
dehors. À l'intérieur, les murs étaient couverts de tags à caractère. Il y avait un escalier, on monta, et là, gros choc, on tombe sur un rat mort, entouré de bougies à moitié dévorées. C'est pas un simple rat mort par là, qui est mort de vieillesse ou mangé par un renard ou je ne sais quoi, c'est vraiment un truc bizarre. Le fait qu'il y ait des bougies autour, qu'ils soient à moitié dévorés, c'est particulier. On essaye d'oublier cette vision, et on appelle du coup le reste du groupe pour qu'ils nous rejoignent à l'intérieur. Tout le monde reste figé devant cette scène, sans un mot, avec un regard glacé. Mais on voulait aller jusqu'au bout, alors on monte encore d'un étage. Mae insista à nouveau qu'il ne le sentait pas. Mais je réussis cette fois-ci à le convaincre. Au 3e étage, on découvrit un coffre. On tenta de l'ouvrir et quand on y parvient, silence total. La pièce contenait des photos maculées de sang, des morceaux de tissu imbibés et surtout un crâne. Ni humain, ni animal. Vraiment un crâne bizarre. À ce moment-là, on entendit des craquements dans le jardin. Et problème, nous étions tous les 7 en haut de cette maison. On redescendit discrètement et une fois dehors, on vit un homme. Cet homme avait la particularité d'avoir un seul œil valide, mais surtout le visage défiguré. Et il nous dit cette phrase, gravée dans ma mémoire encore aujourd'hui. Alors vous m'avez trouvé, maintenant je vais vous sacrifier. Et puis il éclata de rire. Noah, le plus costaud du groupe, il faisait de la lutte depuis 6 ans, se jeta sur lui pour le retenir. Le reste d'entre nous prit la fuite et on courait à perdre haleine et derrière nous, cet homme hurlait des incantations en criant le nom du diable. Une fois à l'abri, on s'est tous effondrés en larmes et on s'est juré de ne plus jamais remettre les pieds là-bas. On raconta tout ça à nos parents, mais aucun de nos parents ne nous crut, sauf les parents de Mae qui décidèrent de prévenir la police. Et ce n'est que 3 ans plus tard qu'on apprit la vérité. Les os trouvés dans la boîte appartenaient bien à la personne qui apparaissait sur les photos ensanglantées. Cette personne avait disparu depuis 3 ans auparavant et quant à l'homme qui nous avait poursuivis, il n'a jamais été retrouvé. Ce n'était même pas le propriétaire de cette maison. Voilà mon témoignage, je ne peux pas en dire plus parce que j'en sais pas plus et au passage, j'adore tes vidéos. Bon, ça fait toujours plaisir. Bon, moi j'ai bien aimé cette histoire. Bon, maintenant on va attaquer la seconde histoire. Et cette seconde histoire, elle va parler directement du titre de cette vidéo, à savoir d'un journal intime. Et elle m'a fait flipper grave, car franchement, elle pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Et oui, même à toi qui me regarde. Je vous avoue que depuis que j'ai découvert cette histoire, j'ai vérifié tous les cadres accrochés chez moi. Ça tombe bien, j'en ai pas beaucoup. Installez-vous donc bien et on part direct avec cette histoire et on se retrouve juste après pour débriefer. Et pour cette histoire, on va parler d'Emma, une étudiante en art de 24 ans qui vient tout juste d'emménager dans un appartement ancien d'un centre-ville. Elle a trouvé ce logement à un prix vraiment avantageux pour sa dernière année d'études. Et franchement, elle pouvait pas dire non. C'est moins cher et plus spacieux, donc c'est comme si Emma avait gagné au loto. La propriétaire, elle, une vieille dame qui doit avoir dans les 70 ans, lui a expliqué que l'appartement était inoccupé depuis plusieurs mois suite au départ des derniers locataires. Elle n'a pas trop donné de détails sur pourquoi ils étaient partis, mais à ce prix-là, Emma s'est pas posé plus de questions que ça. Comme on l'a dit, l'appart est plutôt grand pour ce qu'elle paye. Il y a une entrée, un salon, une petite cuisine, une salle de bain et une chambre avec un grand lit. Et niveau déco, c'est assez sobre, donc c'est parfait. Enfin, mis à part que, niveau déco justement, il y a un grand cadre dans sa chambre avec une photo de paysage que la propriétaire a insisté pour laisser. Apparemment, ça faisait partie du charme de l'appartement. Emma explique que les premiers jours se passent plutôt bien, elle range ses affaires, elle fait quelques petits travaux pour rafraîchir un peu les lieux, et c'est pendant qu'elle tente de réparer une plainte décelée dans sa chambre qu'elle fait une découverte étrange. Derrière cette plainte, coincée dans le mur, elle trouve un vieux journal intime en assez piteux état. La couverture est toute abîmée et certaines pages semblent avoir été arrachées. Sur la première page, elle peut lire « Journal de Lucie, 16 ans ». Emma, elle est intriguée, mais ne l'ouvre pas tout de suite. Elle le pose sur sa table de nuit et continue sa journée normalement. C'est la nuit suivante que les choses commencent à devenir bizarres. Emma raconte qu'elle est réveillée en pleine nuit par des bruits étranges, comme des grattements dans les murs. Au début, elle pense qu'il y a des souris ou un truc du genre, mais ces bruits, ils sont pas constants. Ils apparaissent puis disparaissent, comme si quelque chose se déplaçait dans les murs. Emma, malgré tout, elle essaie de s'endormir comme elle peut, mais le sommeil ne vient pas. Et ces bruits commencent sérieusement à lui foutre les pétoches, à lui foutre la trouille. Alors pour s'occuper l'esprit, elle décide de jeter un œil au journal intime qu'elle a trouvé. Les premières pages sont assez banales. Lucie parle de son lycée, de ses amis, de ses petits problèmes d'ado, mais au fil des pages, le ton change complètement. Lucie commence à écrire qu'elle entend des bruits dans les murs la nuit, des grattements, des pas légers, exactement ce qu'Emma vient d'entendre elle-même à l'instant. C'est là qu'Emma commence à flipper sérieusement, parce que c'est une coïncidence beaucoup trop troublante. Elle continue de lire et découvre que Lucie écrit qu'elle a l'impression d'être observée dans sa chambre, surtout quand elle se change ou quand elle dort. La nuit suivante, Emma prend ses précautions. Elle met une chaise contre la porte de sa chambre avant de se coucher, espérant
espérant se sentir plus en sécurité. Mais ça change rien. Les bruits sont toujours là et maintenant ils semblent venir du mur où est accroché le grand cadre. Alors on va pas se mentir, c'est le début d'une histoire d'horreur vraiment pour Emma qui commence à regretter d'avoir pris cet appartement. Mais pour le coup, et comme souvent, elle tente de rationaliser. Des bruits dans les murs, surtout dans un bâtiment ancien. Tous les abonnés de la chaîne du Joker, ils le savent, c'est pas quelque chose d'anormal. On le sait. Bref, Emma explique qu'elle dort de moins en moins bien. Elle est constamment sur les nerfs, elle sursaute au moindre bruit et elle a cette sensation horrible d'être observée, même quand elle est seule dans son appartement. Et elle dit vraiment qu'au début, elle pense que c'est à cause du journal qu'elle a trouvé et que ça lui monte à la tête. Malgré tout, le lendemain, elle décide d'aller parler à son voisin de palier, un type d'une 50aine d'années qui habite l'immeuble depuis longtemps. Elle lui demande alors s'il connaissait les anciens locataires, notamment si une fille qui s'appellerait probablement Lucie a vécu dans son appartement à elle. Et c'est là que les choses deviennent encore plus flippantes. Le voisin lui explique qu'effectivement, il y a bien une fille du nom de Lucie qui a habité là, mais qu'elle est partie très très vite, et surtout du jour au lendemain. Il raconte qu'un matin, elle a juste disparu, tout bonnement, laissant même certaines de ses affaires dans l'appartement. C'est d'ailleurs même la propriétaire qui a dû faire appel à des déménageurs pour enlever ses affaires. Emma, elle est complètement troublée par cette histoire. Elle retourne dans son appartement et relit certains passages du journal. Dans les dernières pages qui restent, Lucie écrit qu'elle a entendu des bruits de respiration venant du mur, juste derrière le cadre accroché en sa chambre. Cette même nuit, Lucie, dans son journal intime, jure avoir vu le cadre bouger légèrement. Et cette nuit-là, Emma n'arrive toujours pas à dormir. Elle a tout ça dans la tête. Elle fixe alors le cadre dans la pénombre, attendant le moindre mouvement. C'est fou d'être chez soi comme ça, comme Emma, de se sentir constamment menacée, si on peut dire ça comme ça. Bref, à sa place, resterait pas longtemps, mais on connaît rien de sa vie. Ça se trouve, elle a pas ses parents qui vivent proche d'elle, donc elle a probablement pas le choix que de rester là. Vient donc 3h du matin environ pour Emma. Elle explique qu'elle entend distinctement un bruit de respiration dans sa chambre. Son sang se glace dans ses veines. Elle est paralysée par la peur pendant quelques secondes. Puis, rassemblant tout son courage à deux mains, elle allume brusquement la lumière. Et surprise, la pièce est vide. Mais elle est persuadée d'avoir vu le cadre bouger légèrement quand la lumière s'est allumée. Tout comme Lucie a pu le voir, comme elle l'a indiqué dans son journal intime. Tremblante, Emma approche du cadre et en l'examinant de près, elle remarque quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un minuscule trou dans le mur, soigneusement dissimulé par le motif sombre du cadre. Et là, à ce moment précis, elle voit quelque chose qui lui glace le sang. Un œil est tout simplement collé juste derrière le mur qui la fixe à travers ce petit trou. Emma hurle de terreur, attrape son téléphone et ses clés et fonce en dehors de sa chambre. Elle court chez son voisin en tambourinant à sa porte, complètement paniquée. Le voisin la fait entrer et appelle immédiatement la police. Quand les policiers arrivent, ils inspectent l'appartement d'Emma et font une découverte effroyable. En enlevant le cadre et en cassant une partie du mur, ils trouvent un passage étroit entre les murs de l'immeuble. Ce passage permet à une personne de se faufiler entre les appartements sans être vue. Ils y trouvent un matelas, de la nourriture, des bouteilles d'eau et des dizaines de photos. Et dans ces photos, des photos d'Emma, mais aussi de Lucie et d'autres locataires qui ont vécu dans cet immeuble, dans cet appartement. Les enquêteurs expliquent que cet espace avait probablement été créé lors d'une rénovation de l'immeuble il y a des années, mais qu'il ne se trouvait pas du tout dans les plans et qu'une personne vivait littéralement entre les murs, ayant la liberté d'espionner les locataires à travers des trous soigneusement dissimulés par des cadres ou des meubles. L'homme, ou la femme d'ailleurs qui se cachait là, n'a jamais été retrouvé. Il avait disparu avant même que la police n'arrive et quant à Lucie, elle a finalement refait surface en entendant parler de cette histoire. Elle a expliqué aux policiers qu'elle est partie brutalement de l'appartement pour retourner chez ses parents du jour au lendemain à une 50aine de kilomètres de l'appartement et qu'elle n'y était tout bonnement jamais retournée par peur. Emma n'est jamais retournée dans cet appartement non plus. Elle a récupéré ses affaires accompagnée de policiers et a trouvé assez rapidement un nouveau logement. Mais elle explique qu'aujourd'hui encore, elle a du mal à se sentir en sécurité chez elle malgré que tout ça soit derrière elle. Et dernier point ultra important pour moi à aborder, c'est celui de la propriétaire. J'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que pour moi, le fait qu'elle ait insisté pour garder ce tableau-là dans cette chambre, c'est un peu étrange. Pour moi, si l'histoire est vraie, c'est évident qu'elle est dans le coup. Mais bon, qui sait? Alors les amis, avant de démarrer cette troisième histoire, je vous le répète encore un petit peu, si jamais vous voulez soutenir la chaîne du Joker, ou si vous aimez mon sourire, vous pouvez vous abonner. Bref, sur ce, trêve de banalité, on va enchaîner tout de suite sur la troisième histoire. Et pour celle-ci, je vais vous parler d'un truc qui a fait flipper notre protagoniste pendant des semaines. Et sincèrement, ça pourrait arriver effectivement aussi à n'importe qui. On va s'intéresser du coup à une femme d'une trentaine d'années qui s'appelle Clara et qui travaille dans le marketing digital. Elle gère les réseaux sociaux pour différentes marques, donc autant vous dire qu'elle est constamment connectée. Son téléphone, c'est pratiquement une extension de sa main. Un mardi soir, alors que Clara rentre chez elle après une journée de travail bien chargée, elle reçoit un colis. Rien d'anormal jusque-là, elle commande souvent en ligne comme beaucoup d'entre nous. Sauf que là, c'est bizarre. Clara n'attend aucun colis. Le paquet est petit, un peu plus grand qu'une
une boîte à chaussures emballée dans du papier craft ordinaire. Son nom et son adresse sont écrits directement sur l'emballage, il n'y a pas d'étiquette imprimée et surtout pas d'expéditeur. Elle examine donc le colis sous tous les angles, cherchant un indice sur sa provenance. Mais rien, pas de logo de transporteur, pas de numéro de suivi, rien du tout. Clara commence alors à avoir un peu la frousse, mais sa curiosité prend le dessus. Elle ouvre délicatement le paquet et à l'intérieur, elle découvre un Polaroid retourné face contre le fond de la boîte. Elle le prend, le retourne et ce qu'elle voit lui glace le sang. C'est une photo d'elle prise le matin même devant la machine à café de son bureau. Elle porte les mêmes vêtements que maintenant et sur la photo, elle sourit en parlant à une collègue complètement inconsciente d'être photographiée. Son cœur s'accélère naturellement. Comment est-ce possible pour elle? Qui a pris cette photo? Et surtout, elle veut savoir qui a déposé chez elle cette photo si rapidement, le jour même. Clara fouille alors le reste du colis, mais il n'y a rien d'autre. Juste cette photo inquiétante dans sa banalité. Elle appelle immédiatement sa collègue, celle qui apparaît aussi sur le cliché. Cette dernière est aussi perplexe qu'elle et lui assure n'avoir rien remarqué de suspect ce matin-là. Cette nuit-là, vous l'imaginez, Clara a du mal à trouver le sommeil. Elle vérifie plusieurs fois que sa porte d'entrée est bien verrouillée, elle tire les rideaux et regarde nerveusement par la fenêtre, scrutant la rue à la recherche d'une présence, d'une silhouette qui l'observerait. Mais tout semble normal dehors. Le lendemain matin, elle hésite à se rendre au travail. Elle finit par y aller quand même, mais reste constamment sur ses gardes. Elle examine chaque personne qu'elle croise, chaque coin où quelqu'un pourrait se cacher pour la photographier. La journée se passe sans incident et Clara commence à se dire que c'était peut-être juste une blague bizarre de la part d'un collègue. Pas drôle, certes, mais rien de plus. C'est ce qu'elle pense jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle ce soir-là. Un nouveau colis l'attend, identique au premier, même emballage craft, même écriture manuscrite, même absence d'expéditeur. Les mains tremblantes, elle l'ouvre et encore une fois un Polaroid. Cette fois, c'est une photo d'elle de ce midi en train de manger à la terrasse d'un café près de son bureau. Elle est seule sur la photo, consultant son téléphone, son sandwich à moitié entamé devant elle. La panique évidemment l'envahit. Ce n'est plus une coïncidence ni une blague. Quelqu'un la suit, l'observe, la photographie à son insu et ce quelqu'un sait où elle habite. Elle appelle donc la police pour signaler ces colis inquiétants. L'officier qui prend sa déposition est compréhensif mais lui explique qu'il ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Il n'y a pas de menace explicite, pas de message accompagnant les photos. Il lui conseille simplement de rester vigilante, de noter tout comportement suspect et surtout de garder les colis et leur contenu comme preuve. Et surtout, le problème, je pense pour les policiers, c'est l'absence justement de preuves. En soi, c'est juste 2 enveloppes reçues. On va dire ça comme ça. Donc c'est spécial pour les policiers qui ne peuvent pas vraiment faire quelque chose. Clara passe alors la soirée à appeler ses amis et sa famille, cherchant qui pourrait lui jouer un tour aussi malsain. Personne n'a la moindre idée de qui pourrait être derrière tout ça. Le 3e jour, c'est à son bureau qu'elle trouve un Polaroid, et pas n'importe où. Elle retrouve un Polaroid glissé sous son clavier pendant sa pause déjeuner. Imaginez juste le stress et l'angoisse de retrouver ça sur son poste de travail à midi, juste après avoir été mangé. Cette fois, c'est donc encore une photo d'elle prise la veille au soir à travers la fenêtre de son salon. On la voit assise sur son canapé, au téléphone, visiblement anxieuse, très anxieuse. L'image est floue, prise de loin, mais c'est indéniablement elle. Faut bien noter pour Clara que non seulement cette personne qui lui joue un mauvais tour sait où elle habite et où elle travaille, mais rien que ça, elle doit se sentir tellement oppressée à ce moment-là que ça doit en être frustrant. Donc tremblante, Clara montre la photo à son supérieur et lui explique la situation. Inquiet, il décide de contacter le service de sécurité du bâtiment et il passe en revue les enregistrements des caméras de surveillance. Et c'est bizarre, il ne remarque rien d'anormal. Personne de suspect n'est entré dans les locaux et aucune caméra n'a capté quelqu'un déposant quoi que ce soit sur son bureau. Donc je pense clairement qu'il y avait simplement pas une caméra qui visait le bureau de Clara à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a personne. Donc vous l'imaginez, cette nuit-là, elle ne rentre pas chez elle. Elle va dormir chez une amie, trop effrayée à l'idée que quelqu'un rôde autour de son appartement. Le jour suivant, Clara prend un jour de congé. Elle reste chez son amie, n'osant même pas mettre le moindre pied dehors. Et pourtant, en fin d'après-midi, son amie revient du travail avec un petit paquet. Un petit paquet trouvé dans sa boîte aux lettres. Avec le nom de notre protagoniste Clara dessus. Comment son harceleur du coup a-t-il su où est-ce qu'elle se trouvait? Dans ce 4e colis, il y a 2 Polaroids. Le premier la montre quittant son immeuble la veille au soir, un sac de voyage à la main, l'air paniqué. Le second est une photo de la maison de son ami, prise de jour, probablement dans la matinée, et ça c'est la goutte d'eau. Vous l'imaginez, l'ami de Clara commence à flipper et même à regretter d'avoir hébergé son ami chez elle, car maintenant c'est sa maison qui est en photo et ça doit être horrible aussi pour elle. Clara retourne alors au commissariat, exigeant qu'on prenne sa plainte au sérieux. Cette fois, l'officier reconnaît que la situation devient préoccupante. Il enregistre officiellement sa plainte pour harcèlement, c'était pas trop tôt, et lui conseille de prendre certaines mesures, de changer ses habitudes, de prévenir ses proches, peut-être même envisager de déménager temporairement. Encore une fois, on sent l'impuissance de Clara
Clara face à cette situation et c'est horrible. Pendant les jours qui suivent, elle suit les conseils du policier. Elle séjourne dans un petit hôtel en périphérie de la ville, elle travaille à distance, évite les endroits qu'elle fréquente habituellement et elle fait attention à ne pas publier sur les réseaux sociaux, à ne pas révéler sa localisation en quelque sorte. Et pendant une semaine, rien, pas de colis, pas de photos, pas de signe de son mystérieux harceleur. Elle commence alors à respirer un peu, à se dire que peut-être la plainte a suffi à le faire reculer ou qu'il s'est lassé de faire ça tout simplement. Enfin, c'est ce qu'elle croit jusqu'au jour où elle rentre à son appartement pour récupérer quelques affaires. Sur sa table de cuisine, bien en évidence, il y a une enveloppe, pas de colis cette fois, juste une enveloppe blanche non cachetée. Elle devrait partir, appeler la police et ne pas y toucher. Mais la curiosité, mêlée à la terreur certainement, est plus forte. Elle ouvre cette enveloppe. À l'intérieur, un simple mot écrit à la main. Tu me manques. Et une série de polaroïds, des dizaines, tous d'elle. Certains datent visiblement de plusieurs jours, là où elle pensait être tranquille. Clairement, alors qu'elle pensait être tranquille, Clara subissait, sans le savoir, encore l'harcèlement, toujours d'une personne malveillante. Et ce qui est horrible, c'est qu'on dirait que chaque photo a été prise pas très loin d'elle, donc concrètement, la personne qui la harcèle, c'est une personne qui n'a pas peur de se mettre près d'elle pour tirer des clichés en cachette. Encore une fois, elle va retourner à la police, qui va enfin lui suggérer un bon conseil, celui de prendre une personne de confiance comme garde du corps. En clair, Clara va devoir choisir quelqu'un de confiance pour qu'il surveille constamment son entourage afin de pouvoir identifier à un moment de la journée cette personne, ce harceleur. Clara en parle donc à ses parents qui habitent à une bonne heure de chez elle. Clara n'en avait pas parlé à ses parents pour ne pas les alerter, mais forcément quand elle en parle, sa mère et son père sont fous de rage. C'est alors que son père prend immédiatement les clés de sa voiture, il se met en route, déterminé à suivre finalement sa fille partout sans être repéré afin de détecter cette mauvaise personne qui rôde autour de sa fille. Comme quoi les parents, c'est toujours là pour nous, même quand on est adulte. Je vous le dis, c'est vrai. Clara explique alors le programme de sa journée à son père, qui lui va dormir à l'hôtel pas loin pour ne pas éveiller les soupçons de l'harceleur. C'est alors que dès 7h du matin, le père de Clara est donc en filature, si on peut dire ça comme ça, en train de suivre sa fille jusqu'au boulot pour voir si quelqu'un rôde autour d'elle. C'est prévu qu'à chaque fois qu'elle va sortir du boulot, son père sera pas loin. Idem pour chaque déplacement de la journée. Et ça va faire rapidement mouche. On est donc au premier jour où le père de Clara surveille sa fille. Clara est au supermarché et explique déjà se sentir rassurée que son père n'est jamais très loin, même s'ils évitent de se parler le temps de trouver cette satanée personne qui la prend en photo constamment. Le père de Clara est donc au supermarché quand il suit sa fille de loin. C'est alors qu'il voit effectivement, et pour la première fois de la journée, quelqu'un de suspect. Quelqu'un avec une casquette et des lunettes de soleil qui suit presque Clara. Le père de Clara sent que la pression monte et commence à être de plus en plus sûr de lui que cette personne est louche. Le sang du père de Clara ne fait qu'un tour et il se dirige donc les poings serrés vers cette personne. Et lorsqu'il arrive à quelques mètres de cette personne, le père de Clara voit cette personne, le probable harceleur, sortir son téléphone et faire quelques clichés en direction de Clara. Et là, le père de Clara, même s'il n'était pas sûr à 100%, il ne fait pas dans la diplomatie. Il attrape cette personne et le projette par terre. C'est alors qu'il voit le visage de cette personne. Visage non méconnu du père de Clara, car c'est tout simplement son ex-petite amie. Clara, qui n'est pas loin dans le supermarché et qui a entendu l'altercation, se retourne et fonce en direction de son papa. Elle-même explique être choquée de voir son ex-petite amie par terre. Elle ramasse le téléphone tombé de son ex, puis ouvre rapidement la section photos. Et là, plus aucun doute, que des photos de Clara. Des dizaines et des dizaines de photos de Clara dans le téléphone de son ex. Alors je vais pas raconter la raclée foutue par le père de Clara à son ex-petite amie, et pour le coup je comprends sa réaction, mais pour elle tout devient plus clair. La rupture datait de plus de 4 mois déjà, et elle pensait être débarrassée de lui. Il était très possessif, il ne faisait que l'appeler durant des semaines, jusqu'à ce que l'ex passe sous silence. Et ce silence, il a été interprété par Clara comme une acceptation de la rupture. Donc elle pensait que tout ça était derrière elle. Mais non, son ex n'avait pas accepté. Il l'observait, la suivait, documentait chaque aspect de sa vie. Clara et son père sont donc retournés à la police avec l'ex et du coup le téléphone, qui fait vraiment office de preuve. Clara explique que ça l'a rassurée que ce soit son ex qui la suivait, plutôt qu'un inconnu malade mental, mais elle raconte que ça fait quand même un choc d'avoir vécu plusieurs jours, voire semaines, sous tension comme ça. Bon, eh bien espérons que l'ex a une interdiction formelle de l'approcher pour toujours, ou en tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux à Clara. Et c'est ainsi que se finit cette histoire d'horreur. J'espère en tout cas qu'elle vous a fait kiffer. Moi perso, j'ai beaucoup aimé celle-ci, de par la mécanique et autres. En tout cas, si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like si jamais ça n'a pas été fait. Mets un commentaire, dis-moi ce que tu veux dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir, je lis tous mes commentaires. Et surtout, clique sur le petit bouton juste en dessous, il y a un petit bouton qui s'appelle s'abonner, ça fera toujours plaisir, on est de plus en plus. Merci à toi. Sur ce, je te laisse profiter, bonne soirée, bisous. Perfect.